Bonsoir, je suis très heureux de vous retrouver sur France 2 pour un nouvel épisode de La Fabuleuse Histoire. Je me trouve actuellement dans une charmante petite école primaire parce que ce soir, je vais vous raconter la fabuleuse histoire de l'école. Et je suis aux côtés de la jeune chanteuse Angelina. Bonsoir Angelina. Salut Stéphane. Je ne sais pas si tu le sais, mais l'école n'a pas toujours ressemblé à celle que tu connais. Depuis le Moyen-Âge, elle a beaucoup évolué. Les salles de classe, les professeurs, mais aussi les leçons. Ensemble, nous allons remonter le temps. Est-ce que tu es prête, Angelina, à m'accompagner pour une grande partie de ce voyage dans le temps? Super prête. Je vous promets beaucoup de surprises et des sensations fortes. Tout de suite, la fabuleuse histoire de l'école. Savez-vous d'où vient l'expression école buissonnière? Pourquoi affuble-t-on les cancres d'un bonnet d'âne? Quelle était la matière préférée de Louis XIV? C'est à toutes ces questions et bien d'autres encore que nous répondrons ce soir. Et comme la fabuleuse histoire, ce n'est pas un cours d'école, nous apprendrons en nous amusant. L'animateur Jamie Gourmaud, notre prof de sciences préféré, va tester une drôle de technique du 19e siècle pour apprendre à nager dans la cour de récré sans piscine. Vous débrouillez très bien, Stéphane. Avec lui, nous allons ressortir nos plumes et retrouver les pupitres en bois de l'école de la Troisième République. Puis dans une classe d'art ménager des années 50, la comédienne Charlotte de Turckheim plongera dans ses souvenirs d'écolière. Elle apprendra, entre autres, les ficelles du métier le plus glamour de l'époque, dactylo. Elle écrit vite, non, t'écris vite. Bien sûr, mais elle écrit n'importe quoi. Moi aussi, j'écris vite, regarde. Voilà maîtresse. Notre voyage nous emmènera jusqu'au Moyen-Âge. Aux côtés de l'humoriste Jarry, nous allons nous initier au prestigieux métier de tailleur de pierre. De quoi décontenancer ce père de famille et ancien prof, un poil maladroit. Choc des cultures garanti aussi pour la chanteuse Angelina, très remarquée depuis sa victoire lors d'un concours de chant à la télévision. Loin de son univers d'adolescente, la collégienne nous accompagnera au fil des époques et sera admise à l'Académie des Nobles de Louis XIV. Saviez-vous qu'on y apprenait à parler, à marcher et à se battre à l'épée? Jacques, Wow. attention. Que vous gardiez un souvenir ému de vos années d'écolier ou que vous vous soyez ennuyé au fond de la classe, vous allez apprécier ce voyage dans le temps en compagnie de nos invités. Notre fabuleux voyage va pouvoir commencer. Il est temps pour nous de quitter le 21e siècle et de remonter le temps. Direction le 13e siècle pour découvrir l'école du Moyen-Âge où commence notre aventure. Pas de cahier ni de stylo au Moyen-Âge. C'est grâce au travail manuel qu'on apprend. Au XIIIe siècle, les meilleurs bâtisseurs savent faire dans tout le pays pour ériger des châteaux et de grandioses cathédrales. Et aussi surprenant que cela puisse paraître aujourd'hui, de nombreux enfants travaillent comme apprentis sur ces chantiers. Il y a peu de filles parmi ces écoliers. Alors pour cette toute première étape de notre fabuleuse histoire de l'école, je voyage sans Angelina. C'est avec l'humoriste Jarry que nous allons apprendre les rudiments de l'un des métiers les plus prestigieux de l'époque, tailleur de pierre. Un univers qui ne va pas manquer de surprendre ce jeune père de famille et ex-professeur. Mais c'est Jarry! Mais qu'est-ce que tu fais là? Bah, ça marchait plus le spectacle, je me suis lancé dans le chantier, quoi. À quelle époque nous nous trouvons, à votre avis? Je dirais le 13e. Bonne réponse, On m'avait dit avant. On est au XIIIe siècle, 13e. au Moyen-Âge. Et donc, si on commence cette fabuleuse histoire de l'école ici sur un chantier, eh bien, c'est parce qu'à l'époque, c'était l'école de la vie et la plupart des enfants gardaient 8, 10 ans, 12 ans. Eh bien, ils étaient là sur les chantiers à apprendre un métier. J'adore, c'est vraiment mon univers. Le bois, les bûches, la meule, Oui. la grande roue. C'est chez moi, quoi. C'est ce qu'on appellerait aujourd'hui l'apprentissage d'une certaine manière. Ah oui. Voilà. D'accord. Alors, avant de commencer les travaux pratiques, voyez-vous, il faut connaître un certain nombre de notions. Vous étiez fort en maths? Nul.
Eh bien, pourtant, même eux, ils ont besoin d'avoir des notions mathématiques parce que, vous savez, quand on est sur un chantier, on a besoin d'avoir une unité de mesure. Oui, regarde. Voilà. Il y a de pouces, paume, pied, toise, coudée, palme, empan. Il faut que vous imaginiez bien qu'il n'y a pas les centimètres, il n'y a pas les mètres. Tout ça arrive avec le système métrique en 1795. Mais avant, il y avait un autre système. On parlait en pouces, en pieds. Ah, mais oui, mais c'est vrai. Eh oui. 2 pouces, en fait. Oui, Ça fait 2 pouces, quoi. exactement. C'est le système qu'on avait en France avant le système métrique. Bon, alors je propose de faire un petit exercice. Nous avons les dimensions. Oui. Alors, bah, tu choisis, vas-y. Alors, 50 cm, on va dire que c'est là. 7, 5, Un pied de 50 cm. Ah oui. Oh, il y a des gens, ils chaussent du 56, hein. D'accord. Ils galèrent à trouver des chaussures, mais si, hein. 20 cm. Ah, peut-être. Ouais. 20 cm, un pied de 20 cm. 192 cm. Ouais, 1,92 m. Ça doit être la palme. Et si j'ai bon? Pascal, vous voulez bien venir nous aider, Pascal? Bonjour. Pascal est compagnon. Ah. Et Pascal travaille vraiment sur des chantiers du patrimoine. Et... Oui. Alors, bon, il y a quelques erreurs. Vous vous êtes pas mal C'est débrouillé vrai sur quelques registres comme le pouce et la paume, Oui. ça correspond, et après ça se Après, gâte un ça peu. se gâte un peu. Pascal, pour bien comprendre, c'est très visuel. Ah, tout à fait. Nous avons donc le pouce, Le pouce, le pied, celui-ci, la palme. Palme. celle-ci. Ça, c'est une main. Dans notre vocabulaire, l'empan. C'est quoi L'empan, l'empan? c'est ça. L'empan, c'est ça. Et la dernière. Vous savez quoi? On va refermer parce que Pascal va nous proposer un exercice pratique dans un instant. Tu as appris la leçon? J'ai pas tout, hein. Est-ce qu'il y a une chose que tu as remarqué sur ce chantier des bâtisseurs? Qu'est-ce que tu as remarqué? Bah, j'ai remarqué, les gens sont assez mal habillés, je trouve. C'est assez surprenant. Ben oui, hein. J'ai une moquette sur moi. Non, il y a une autre chose que tu aurais dû remarquer, c'est qu'il y a très peu de filles. Il y a très peu de filles. Ah oui, c'est vrai? Que font les filles? Quels sont les métiers qui sont assignés aux filles? Eh bien, on a proposé un petit quiz à notre jeune Angelina qui va découvrir les métiers qui étaient réservés aux filles au Moyen-Âge. Alors, la vie des filles au Moyen-Âge, je pense que c'était pas trop cool. Je pense pas. En effet, leur vie est loin d'être un long fleuve tranquille. Et les petites filles de la noblesse ne sont même pas mieux loties. D'accord, elles apprennent à lire et à écrire grâce à un précepteur, mais très vite, elles doivent renoncer à leurs études pour se marier dès l'âge de 13 ans. 13 ans, c'est très jeune, je trouve. L'an prochain, je me marie. Du côté des serfs, chez les plus pauvres, c'était encore moins réjouissant. Angelina, vrai ou faux, à 7 ans, les filles pouvaient devenir servantes. J'espère que c'est faux, mais je pense que c'est vrai, En effet, c'est vrai. parce qu'ils étaient très méchants. Pour les plus chanceuses, direction l'apprentissage. Mais pas question d'apprendre les mêmes métiers que les garçons. Je pense pas qu'on leur apprenait à tailler des pierres. Non, je pense pas. Pas tout à fait. Elles apprenaient surtout à broder, à fabriquer des cordes, à cuisiner ou encore à être marchandes. Alors Angelina, ça t'aurait plu d'être une petite écolière au Moyen-Âge? Pas vraiment, parce que maintenant, je peux devenir tout ce que je veux. Je peux faire actrice, je peux faire avocate, je peux faire tout ce que je veux. Il y a une chose qui frappe Pascal sur ce chantier. Il y a un bruit assourdissant. C'est normal, il y a de l'activité. Oui, vrai, mais hein. l'exercice pratique, c'est vous allez nous demander quoi? De trouver une planche à une certaine longueur. Mais alors, comment vous allez nous le dire? Si par exemple j'arrive bien avec moi, Oui. on est là par exemple, il y a les planches. Bon, comment vous allez nous le dire pour qu'on entende? Alors, je vais arrêter de parler et vous montrer ça par geste. D'accord. Je désire que vous trouviez une planche qui fasse 2, Un pouce non, et une main gauche. attends, 2 coudées, 2 coudées, 2,
Ça, c'est un paume. Non, paume. Ça, c'est la... 4. C'est la palme. 2 palmes. 2 coudées de palme. 2 coudées de palme. Et 2 2 pouces. Et t'es OK. Et tu nous souhaites bon C'est courage. cela. Bon courage. Alors, viens, À vous viens. de la bonne Attends. planche. Une coudée. Une coudée. Je mets Oui. une coudée. Deux coudées. Que je ramène une deuxième coudée. Deux Je coudées. mets un pouce. 2 Et un 2 palmes. pouces. 1 pouce. Ça pourrait le faire. Une coudée. Une deuxième coudée, un pouce et autre chose. C'est ça. Attends, Attends, fais voir. Ah, la tienne est plus longue. Vous voulez que je vérifie? Oui, vérifiez. Alors, nous allons vérifier. Une coudée, une deuxième coudée, et derrière, une palme. Mais vous n'avez pas dit que ça se mettait dans Ah, ce mais sens. si, sur les dessins, la palme est comme Vous avez ça. Bah oui, mais moi j'ai des petites palmes. Nous allons vérifier maintenant la seconde. Aïe. Il a gagné, ça m'énerve. Non, c'est pas dit. Alors, une coudée, une deuxième coudée, une palme. 2 palmes, 2 pouces. C'est la bonne mesure? Oui, c'est la bonne mesure. Mais vous avez triché. Non, mais non. Bah Non. si, parce que je Non, savais non. pas que c'était sur le côté. Moi, à la base, j'étais venu pour gagner. C'est pas grave. Ça ira mieux après. Si, c'était déjà, c'était Moi, très je voulais proche. avoir mon CAP bâtisseur. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Moyen-Âge, les gens ne savaient pas lire ni compter. Donc, évidemment, les livres sont une denrée très rare. Ils sont très, très chers, très précieux. Et qui pouvait s'offrir des livres? Les riches. Je l'ai dit avant vous. Non, mais qui possédait les plus grandes bibliothèques à l'époque? Les prêtres, les gens Oui, de l'église. les gens de l'Église, évidemment. Et c'est eux qui détenaient le savoir au Moyen-Âge. Si bien qu'ils ont le monopole de l'enseignement, de l'éducation et donc de l'école. Contrairement aux idées reçues, ce n'est pas Charlemagne qui a inventé l'école. Elle existe depuis l'Antiquité. Au début du Moyen-Âge, c'est l'Église qui règne en maître sur l'éducation. Les clercs sont les seuls à savoir lire, écrire, et donc les seuls à pouvoir enseigner. Au moins jusqu'à la fin du XIe siècle, l'école est une école ecclésiastique. C'est-à-dire que c'est une école qui dépend de l'Église, qui est sous le contrôle de l'Église, et dont les maîtres sont des membres de l'Église. Dans ces quelques écoles monastiques, de jeunes garçons sont initiés dès l'âge de 7 ans à la lecture et à l'écriture du latin, dans un seul but, devenir moine. Pour éduquer leurs jeunes recrues, les clercs ont un outil de choc, le manuel scolaire de l'époque, le psautier. Mais ce livre très précieux que les moines mettent des mois à recopier à la main n'est pas vraiment adapté aux enfants. Ça comporte quand même des dizaines de folios en parchemin. C'est pas un petit cahier de 10 pages, comme on pourrait l'imaginer pour des cahiers de lecture d'aujourd'hui. C'est grâce à ce livre un peu assommant que les écoliers s'initient tant bien que mal à la lecture. Ils observent les lettres, les syllabes, mais sont aussi encouragés à apprendre le texte des psaumes et connaissant ce texte par cœur, ils progressent dans leur apprentissage de la lecture. Dans le psautier, vous avez à la fois le texte qui est reproduit et puis vous avez aussi des illustrations. Et les illustrations, elles vont servir le propos pour faire comprendre à l'enfant ce qui est écrit. Courage, petit moine! Il ne fallait que 3 années d'études pour mémoriser parfaitement les 150 psaumes du manuel, à raison de 8 heures par jour. Bon, Jarry, on a appris les mesures. Oui. Il nous reste à apprendre les gestes. Et tu vois, par exemple, là, il y a un tailleur de pierre qui enseigne à son apprenti et il va suivre les mêmes gestes. Alors, Pascal, nous, on veut bien accomplir tailler une pierre, mais comment on fait? Moi, je suis pas manuel. Alors, on a pour vous des gabarits qui nous permettent de trouver la pierre idéale, finalement, la meilleure pierre. Et on ça, a aussi... ça a été fait sur le modèle de ce qu'on doit fabriquer. Exactement. C'est-à-dire une ogive de cathédrale. Tout à fait. Avec génial. ce gabarit, nous pouvons donc le présenter sur notre pierre. Alors, une fois que j'ai mon gabarit Oui. et que j'ai ma pierre, qu'est-ce que je fais? Il faut tracer. Tracer quoi? Eh bien, au revoir, j'y vais. Tracer, non, tracer l'extérieur de la pierre. Pour ça, nous avons en plus des pointes à tracer. Oui. Alors, je trace comme ça, d'un coup sec, Un coup sec et appuyé. appuyé. Oui.
Et là, c'est indélébile. Tout à fait. C'est gravé dans la pierre. D'accord. Nous allons devoir suivre le trait. Ouais. Donc vous allez venir ici et venir commencer comme ça. Oh là 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 là. Mais ça va pas. Et les enfants faisaient ça? Oui, les enfants. Non, on est d'accord qu'ils regardaient, ils faisaient comme le jeune à côté de Fred, ils regardaient. Tout à fait. L'apprentissage, c'est d'abord par les yeux. Les enfants regardent et apprennent ce qu'on vient de faire. Mais petit à petit, ça va être justement ce phénomène d'apprentissage, de commencer à partir de par quel le âge tracé. ils commencent à tailler la pierre? Alors, dans la mesure où ils rentrent sur le chantier à l'âge de 12 ans. Pendant 2 ans, ça va être plutôt une découverte confirmée. Et quand il arrive sur le chantier, vous arrivez à l'orienter en fonction de ses capacités. Tout à fait. Et de ses compétences. C'est l'image qu'on a sur le chantier là, avec un engin de levage, l'échafaudage, la taille de pierre, la charpente. Il va être comme avec un parcours d'orientation, finalement. Et pendant 1 ou 2 ans, comme le jeune homme, là, il apprend à tracer, comme vous l'avez fait ici, finalement, les premiers pas. Et on va vraiment rentrer dans le matériau au bout de 1 ou 2 ans, où on va commencer, par contre, à travailler très physiquement. En fait, c'est une éducation assez complète. C'est ça. On apprend la vie, on apprend à dessiner, regarder. à regarder, on apprend les mathématiques, on est obligé, on apprend la géométrie, on apprend... C'est l'école des bâtisseurs. On apprend à lire et à écrire en même Tout temps. à fait. Et à compter, puisqu'il faut Bien faire sûr. de la comptabilité. Oui. C'est assez complet, en fait. Je suis le trait. Il faut que ça aille vers l'extérieur, on est d'accord? Oui. Attention, non, Stéphane, plutôt un parce angle que comme Stéphane, il ça. n'est pas bricoleur. Est-ce que j'ai le droit de poser mon coude sur... Oui. Ah, mais dis donc, t'as bien taillé. On a une autre place. Mais moi, je suis complètement pas du tout adapté à la tâche. Hein. Ah bon, pourquoi? Bah parce que moi et les outils, c'est... Regarde, moi non plus. On massacre pas, là. Mais vous débutez, hein, vous avez un début de stage. Ah, je me suis tapé. Ah, je me suis tapé. Bah, n'intervenez pas surtout. Ah, Ça me semble pas. ah là là. Oh, ça me semble pas si grave que ça. Ouais, ils étaient moins chochottes au XIIIe siècle. là. Mais moi, j'ai dit, en fait, j'ai jamais été manuel. Il se débrouille bien, hein. On va t'envoyer à Notre-Dame de Paris, tu vas y aller, hein, sur le toit. Pour Notre-Dame, ça va pas être possible. Non, je pense aussi. Faudra C'est revenir mieux, plus parce que souvent sur le je chantier. respecte Ça, ça. c'est bien. Ah oui, ça, c'est bien, ça. aussi. Ah Et ouais, là, mais là, comment c'est on un fait, là bûcheron, le mec. Même pas, non? Je peux essayer. Attention, hein, restez pas là. Tranquille, regarde, vas-y. Gentiment, comme ça. Vas-y, tranquille, bon. En fait, faut penser, c'est comme si on n'aimait pas quelqu'un. Non, au contraire. Au contraire, faut l'aimer, la pierre. Ah, Il je faut que tu t'aime. l'aimes. Vas-y, je t'aime. Ah. Non, mais là, c'est la table. Là, c'est- Oh là C'est pas la table, tu penses comme ça. T'as compris le gamin? Eh, mais tu te débrouilles bien. C'est bien. Oui, c'est pas mal, non? J'ai bien entamé, là. C'est Bon, pas mal. on n'est pas près d'avoir terminé, hein? Surtout Notre-Dame, hein. On va aller sur, on va aller sur le toit de Notre-Dame pour faire un point, les gars. J'ai vu ces 2 jeunes garçons. Oui. Ils sont en train de préparer une boisson. Tu veux y goûter? Ah bah oui. Merci. Tu vas voir. Quoi? C'est pas bon? Mais c'est de l'alcool. Non, c'est du vin. Ah bah c'est de l'alcool, le vin. Mais vous buvez. Vous avez pas honte de boire de l'alcool? Dis donc, on boit pas d'alcool à ton âge. Allez, va faire des maths. Va prendre les pouces. À l'époque, on donnait aux enfants un vin coupé d'eau. Parce qu'on pensait que le vin éloignait les bactéries, les miasmes, etc. Il n'y avait pas d'antibiotiques à l'époque. Donc pour fortifier le corps, on leur donnait un petit verre de vin comme ça, coupé d'eau. Hein, c'était Incroyable. une sorte de clairet. Oui, voilà, je suis heureux d'entendre le terme clairet parce que c'est vraiment un vin qui est coupé d'eau. On ne tient pas non plus à avoir des enfants sous sur les chantiers. Non. Donc tout est normal. Tout est normal. À consommer avec modération, évidemment. Il ne fallait pas que les enfants soient sous. Et pendant ce temps, à Paris, eh bien, il y a une autre forme de jeunesse, c'est la vie étudiante. La vie étudiante avec la première université qui naît, qui est la Sorbonne, qui existe toujours. Oui, ça existe encore. Et d'ailleurs, c'est là que va naître une expression du langage courant qui a toujours cours aujourd'hui. Au XIIIe siècle, les jeunes prennent déjà du bon temps à Paris, surtout dans les 5e et 6e arrondissements.
C'est là que se trouvent la plupart des collèges, dont la célèbre Sorbonne. À l'époque, une simple auberge de jeunesse réservée aux élèves boursiers. Même si seule une petite partie de la population fréquente les universités, elles sont nombreuses à ouvrir partout en Europe. Celle de Paris compte parmi les plus prestigieuses et attire de nombreux étrangers. Tous ne parlent pas français, mais pas de problème. En cours, on enseigne en latin. Qu'on soit français, espagnol, allemand, tchèque, on arrive dans un milieu où tout le monde échange en latin. C'est la langue commune au Moyen-Âge, c'est donc celle que vont utiliser les étudiants pour se comprendre. D'où le surnom bien mérité que l'on va donner à ce quartier fréquenté par les universitaires. Le quartier latin. Du côté des universités qui peuplent le quartier, eh bien en ce milieu de XIIIe siècle, c'est un peu le bazar. Les facultés n'ont pas de locaux. Les maîtres enseignent dans des hôtels, mais aussi dans des églises, parfois même dans la rue. Et les cours, eux non plus, ne sont pas très bien organisés. Ce qu'il faut savoir, c'est que jusqu'à la fin du Moyen-Âge, il n'y a pas de cours de niveau. La notion même de classe de niveau n'existe pas. Autrement dit, un étudiant qui avait 14-15 ans et qui arrivait à la faculté des arts libéraux se retrouvait environné d'étudiants qui pouvaient suivre le cours de ce professeur depuis 3, 4, 5, 6 années. Et les étudiants devaient avoir du mal à s'adapter. Se retrouver lâché dans le grand bain de l'université à 14 ans, loin de ses parents, dans une grande ville comme Paris, pouvait faire peur. Mais présentait aussi quelques avantages. Le quartier latin devient très vite le QG des fêtards. Les étudiants sont indisciplinés, les étudiants courent la nuit dans les rues en chantant et en faisant du bruit, ils se déguisent. Et l'Église en particulier, mais aussi les autorités universitaires, ne cessent d'interdire ces fêtes, ces danses. Et oui, aujourd'hui encore, la fac reste associée dans notre imaginaire à des années de fêtes et d'expérimentation, digne et festif héritage des étudiants du Moyen-Âge. Là, j'ai vraiment le sentiment, Pascal, que Jarry et moi, on est devant une grosse trousse à outils, en fait. Ça peut faire penser à ça. Ça, c'est des outils. Ce sont uniquement des outils. Ah Mais bon alors, et regarde bien, j'ai l'impression, je sais pas, je me trompe peut-être, Pascal, et que c'est les ancêtres de ce qu'on peut retrouver aujourd'hui dans une trousse d'écolier, en fait. Alors on pourrait dire ça, et je vous propose de trouver l'utilisation de ces outils. Ça, c'est un pieu à vampire. Alors, on enfonce ça dans le cœur. Ça nous permet de mesurer des grandes longueurs. Mais Ah, c'est comme un compas. Alors c'est comme un compas ou une chaîne d'arpenteur. Une chaîne d'arpenteur. Des grandes mesures. Hein, c'est-à-dire comme ça, vas-y, voilà. Et toi, on fait un arc de cercle. Voilà. Par exemple, où on va mesurer, une fois planté, la distance qu'il y a d'ici jusqu'au rempart. C'est quoi ça, Alors, cherchez un peu mieux. Ah, ça, c'est pour faire de la voyance. Comment ça s'appelle le truc quand tu cherches de l'eau? Un pendule. Il y a effectivement un pendule, mais l'outil n'est pas dans la bonne position. Bah ça, faut bien le positionner. C'est un truc pour vérifier que c'est bien droit. C'est l'ancêtre du niveau. C'est l'ancêtre du niveau. Voilà. Ça, c'est un tire-bouchon. Les bâtisseurs boivent bien, certes, mais c'est l'ancêtre de la perceuse. Nous avons une tarière. Une tarière? La tarière. Voilà, qui est la perceuse. Et il mettait comme ça, il tournait? Oui, tout à fait. C'est un forêt, en fait. Nous avons notre charpentier, avec qui ça fonctionne très très bien. Mais exactement. N'allez pas vous blesser. Non, mais c'est dingue. C'est énorme, hein, oui. Ah oui. Mais ils avaient des gros outils, hein, quand même. Et alors, il y a une chose incroyable sur cette table, c'est que je crois, Pascal, qu'il y a l'ancêtre de notre machine à calculer, la calculette. Ah bon? Effectivement. Tu l'as pas vu, Jarry? À la calculette? La calculette. Ah non, j'ai vu le cure-dent. Non, c'est pas un cure-dent, ça, c'est un écritoire. Regarde, c'est de la cire, ça te permet d'écrire. C'est dingue. C'est de la cire d'abeille. Ah ouais. Mais vieille. Elle a quelques lustres, quelques printemps. Ah oui, oui, je confirme. Elle est du XIIIe siècle. Ah bah oui, là, si j'attrape pas une connerie, moi. Non. On aurait eu de la chance. C'est naturel. Alors, donc, cette calculette. Cette calculette, ça, c'est ça. C'est ce qu'on appelle une abac. Un abac avec les unités, dizaines, centaines, milliers, dizaines de milliers et centaines de milliers. Et alors, comment donc, ça on compte s'utilise? très loin. Oui. Comment ça s'utilise, Pascal? Nous avons des pierres qui nous permettent, finalement, si on veut faire une simple addition, combien on a là?
Bah 5. Pour l'instant, ah non, Non, on a 32. nous avons 32. Ah bon? D'accord? Pourquoi Parce que 10, 20, 20, 30, 30. 1 et 2. Ça, c'est les unités, les dizaines, les centaines. Tu comprends vite? Ah, mais c'est pour gagner du temps. Et si nous voulons additionner encore, 10 de plus, 42, 52, 53, Oui. 54, 4. 1054. 1054. Ah ouais. Ouais. T'as le truc, moi je l'ai pas encore. Oui. Et ce qui est incroyable, Oui. c'est que tu sais que tous ces ustensiles Oui. étaient très précieux pour les bâtisseurs du Moyen-Âge. Ah oui. Et donc, en fait, ils se les transmettaient dans les familles de père en fils. C'était un héritage, n'est-ce pas, Pascal? Ah oui. C'est très important de important. transmettre. Et tu prenais le même métier que ton père. D'ailleurs, ça donnait le nom de famille. Ah bon? Mais bien sûr. Et c'était en fonction des métiers. Des gens qui s'appellent cordiers, par Cordiers, exemple. exactement. C'est ce genre qui faisait des cordes. Mhm. Bah, moi, ça aurait été quoi, ma famille? Eh ben, Moi, ça aurait été sieste. Des gens qui font des hamacs, en tout cas, peut-être. c'était très important et c'est la raison pour laquelle c'était très précieux. On se les transmettait en héritage. Bon, Jarry, alors, comment tu as trouvé cette expérience, cette école du Moyen-Âge qui était l'école de la vie? J'ai trouvé ça génial et je me dis quand même qu'à la fin de la journée, ils devaient être épuisés quand même, ces enfants, parce que c'est hyper physique. Là, moi, j'ai juste mis 2 coups de burin, mais j'ai déjà des douleurs dans les mains. Donc, j'imagine, au bout de 5-6 heures à tamponner comme ça, tu dois vraiment avoir les mains endolories. Mais par rapport à l'école que toi, tu as connue? Ah bah non. Moi, j'avais un ordinateur. Ah oui? Oui, bah, je suis jeune. Non, mais on apprend un métier. Non, ça, c'est super. C'est super, et surtout aussi ce travail de la transmission et puis d'être dans le concret, quoi. C'était DTP à vie. Bah merci, Jarry. Merci, Stéphane. C'était super joyeux. C'était super. de te voir. Je vais te laisser entre les mains de Fred et de Pascal, parce que je pense que vous pouvez encore servir. Je veux dire, vous pouvez encore leur rendre des petits services sur le chantier. J'ai des choses à apprendre. Je crois. Mais moi, je vais changer d'époque. Ah bon? Oui, je vais me transformer avec une nouvelle invitée, la jeune chanteuse Angelina. Et avec elle, imagine-toi, nous allons découvrir l'école des nobles. Et nous allons apprendre les bonnes manières, la bienséance, mais aussi un jeu éducatif. Et puis, l'escrime. On va même faire un duel. Oh, je crois que c'est super. important, oui. Voilà. Oui, non, pas avec un maillet. Mais avant de changer d'époque, eh bien, j'aimerais vous présenter une invention révolutionnaire qui va complètement bouleverser notre manière d'apprendre. Au Moyen-Âge, les moines copistes avaient la lourde tâche de recopier les livres à la main. Ils y passaient des mois, parfois même des années. Mais heureusement, en 1468, un homme du nom de Johannes Gutenberg va mettre au point un appareil qui va changer la donne, l'imprimerie. C'est brillant. Une petite explication technique s'impose. On insère les caractères d'imprimerie sur une planche, on encre ensuite ces caractères et à l'aide de la presse, on va transférer les caractères sur le papier. Au départ, ce livre, on le fabrique plutôt avec des grandes feuilles de papier. Peu à peu, l'habitude va se répandre de plier ces feuilles de papier et à partir de là, d'avoir des formats de livres plus petits. Et on arrive, grâce à Gutenberg, à un système qui va permettre d'imprimer 150, 200 exemplaires d'un même ouvrage en quelques jours. Donc c'est une révolution. Posséder un livre devient enfin possible. Parmi les best-sellers de l'époque, la Bible bien sûr, mais aussi un livre de recettes, le Viandier. Après les livres, c'est au tour des affiches, plus faciles à produire, d'inonder les rues. Cette omniprésence du texte dans le paysage quotidien va donner envie à certains de pousser la porte des écoles pour apprendre à lire. Les plus pauvres vont recevoir une instruction sommaire dans des écoles encore précaires, gérées par l'Église. Tandis que les petits aristocrates, eux, vont accéder à des établissements bien plus réputés, les collèges. Ce sont des établissements qui donnent à la fois une instruction et une éducation extrêmement organisée. Il y a un programme d'études des jésuites qui est extrêmement minutieux, de manière à former à la fois des gens instruits, certes, mais aussi fondamentalement de bons chrétiens. Et pour la grande noblesse, pas question de s'arrêter en si bon chemin. Après les collèges, direction les académies, où va être éduquée la relève de la cour de France.
Après les bruyants chantiers des compagnons bâtisseurs, nous voici en 1705, dans les dernières années du règne de Louis XIV. Nous sommes dans une académie pour nobles. Comme dans nos grandes écoles d'aujourd'hui, on souhaite déjà à l'époque former les futurs dirigeants du pays. Mais dans les académies du XVIIIe siècle, les matières enseignées sont quelque peu différentes. Au programme art de la cour et art de la guerre. L'école est alors traditionnellement réservée aux garçons. Mais Angelina, jeune chanteuse et élève de 4e, va avoir la chance de suivre cette formation à titre exceptionnel. Bravo, bravo. Comment ça va? Super. À ton avis, on se retrouve dans quelle époque, là? Je pense qu'on est dans les années Louis XIV. Oui, oui. Vu les vêtements. À la fin du règne de Louis XIV, visiblement. Je te propose d'expérimenter leur éducation. On va aller à l'école ensemble de la jeune noblesse d'autrefois. On va apprendre la bienséance, l'étiquette. C'est ce qui régit chaque geste de notre vie. La manière de se saluer, la manière de se dire bonjour, de se mouvoir. Au fond, la seule chose qu'il fallait éviter à la cour du roi de France, c'est le ridicule. Ouais. Ça, c'est la chose la pire. Et ça commence par se tenir droit et marcher. Alors, je ne suis pas un expert. Par contre, je vois que nous avons là David Lerat, qui est un maître de ballet, c'est un expert. L'art de l'étiquette n'a aucun secret pour lui. Bonjour David. Bonjour Stéphane, bonjour Angelina. Bonjour. Avant d'apprendre à marcher, moi ce que je vous propose, c'est d'apprendre à se tenir debout, sans bouger. Et là, pour ça... Là, on n'est pas bien. Eh bien non. Ah non, on n'est pas bien. Non. Tout ça est très codifié. Donc pour trouver cette position, je vous invite à ouvrir un genou et puis l'autre pour aller poser 2 talons l'un contre l'autre. Il faut savoir, c'est que les pieds sont ouverts. Les pieds sont ouverts? Les pieds sont ouverts. Et de là, on va imaginer comme s'il y avait une main au-dessus de sa tête et qu'on allait repousser par le sommet de la tête pour se grandir, sans lever les talons. On regarde à l'horizon. Voilà, avec une jambe en avant, Stéphane. Et voilà. Donc là, on se tient... Exactement. C'est ainsi qu'on se tenait debout à cette époque. Ce qui est compliqué, c'est de marcher, Angelina, non? Tu trouves pas? Ouais. Viens, on marche ensemble. Parce alors, que... imagine, on est à la cour, donc on fait... Tant. Ça donne de l'élégance, mais c'est vrai que maintenant, si quelqu'un dans la rue fait ça, on va se demander... Il a un problème, hein. On est en représentation. J'ai un petit quiz à te proposer. Tu veux bien? Ah, bah oui, bien sûr. Alors, je suis un gentilhomme et je croise une princesse dans les couloirs de Versailles. J'ôte donc mon chapeau et je la salue en baissant les yeux. Vrai ou faux? En baissant les yeux, non, je pense pas. Comme ça. Je suis assez d'accord avec toi. C'est un signe de soumission. Ouais, on baisse les yeux que devant le roi, non, David? Exactement, on ne baisse les yeux que devant le roi. Angelina, tu as 12 ans, je crois, n'est-ce pas? Ouais, 12 ans. Très bien. Tu es donc dispensée de révérence parce que il paraît que la révérence ne devient obligatoire qu'à l'âge de 15 ans. C'est vrai ou c'est faux? Je pense que c'est depuis le début, dès la naissance, qu'on apprend ça. Bon, disons que les bébés ne sont pas obligés de faire la révérence. Oui. Mais je suis d'accord avec toi. Je crois qu'on fait la révérence... dès cet âge-là. Dès cet âge-là. Angelina, si le roi te convie à un bal, es-tu obligée de t'y rendre et est-ce que tu es obligée de danser? Alors ça, c'est difficile, mais je pense qu'on n'est pas obligé de danser. Je crois que pourtant que c'est vrai. Et si le roi te convie à danser... On est obligé de danser. Ah, c'est nul. D'où cette importance vraiment de savoir danser. Nul. Ouais, si la personne, tu la connais pas, moi, j'aimerais pas danser avec lui. Hein. Mais, tu dis non tout le temps. Ah, sauf s'il est charmant. Ah, en plus, tu fais un casting. Oui. Ah, tu choisis les hommes avec qui tu danses? Oui. Eh mais non, normalement, on n'a pas le choix. Alors bon, la question, c'est qu'au XVIIe siècle, les écoles, l'instruction, comme tu le vois, est réservée aux garçons. Ah. Jusqu'à l'arrivée d'une femme, une femme exceptionnelle, qui va décider de créer une école réservée aux filles. Au XVIIe siècle, les rares écoles qui acceptent les filles sont tenues par des religieuses. Mais ça, c'était avant Saint-Cyr. En 1686, Louis XIV décide de financer tout près du château de Versailles la création d'une institution destinée à accueillir 250 élèves, toutes des filles,
issus de bonnes familles. C'est un établissement qui est organisé en grand pensionnat, qui est dans un lieu magnifique, mais qui va être aménagé pour les accueillir. Et donc des vraies salles de classe avec des ouvrages qui vont être destinés aux jeunes filles. Derrière ce projet, révolutionnaire pour l'époque, se cache une femme. Madame de Maintenon, l'épouse secrète de Louis XIV. C'est elle qui a imaginé Saint-Cyr. Madame de Maintenon fait vraiment partie des personnes qui ont envie de participer à une régénération de la France et elle voit les femmes comme étant au cœur de ce projet. Dans cette école, les filles étudient le théâtre, la danse, ainsi que la géographie et l'histoire, 2 disciplines jusque-là réservées aux garçons. Mais attention, ne vous y trompez pas, Madame de Maintenon n'a pas pour vocation de former de futurs médecins et ministres, mais plutôt de bonnes mères de famille et des épouses instruites. Elle veut pas former des femmes savantes, ça c'est un modèle repoussoir. Ça doit être des femmes sérieuses, avec une culture religieuse qui les aide à assumer leurs tâches et qui leur apprend leur place aussi dans la société. Une première évolution en ce début de XVIIIe siècle. Le pensionnat de Saint-Cyr servira de modèle à la création de nouveaux établissements, eux aussi destinés à éduquer les jeunes filles. Derrière le vernis guindé de ces académies, les élèves vont vite découvrir que les maîtres ont à leur disposition d'étonnants outils pédagogiques pour faire la classe, et notamment de nombreux jeux. Ce Louis XIV, on a déjà compris qu'il est bien plus efficace d'apprendre en s'amusant. Dis-moi une chose, Angelina. Quand tu étais à l'école primaire, on apprenait en jouant ou pas du tout? Eh bien, on apprenait souvent en apprenant par cœur avec des livres, des leçons. Il faut apprendre par cœur. Ouais, les dates, etc. Ouais. Ouais. Et c'est comme ça que tu as appris l'histoire, la géographie? Eh ben, imagine-toi qu'au XVIIIe siècle, dans ces académies, ces écoles pour les jeunes gentilshommes, eh bien, on apprenait en s'amusant, notamment grâce, tu vois, à un jeu de loi. Alors, j'ai les règles parce que, tu vas voir, c'est un peu... faut s'accrocher, hein. Celui qui fera 6 où il y a un pont paiera le prix convenu et ira au nombre 12 pour se noyer sous le pont. Celui qui ira au nombre 42 où il y a un labyrinthe paiera le prix et retournera au nombre 30. T'as compris quelque chose, toi? Pas du tout. Non. Bon, en fait, c'est un jeu de dés. Je te propose... Alors, tu vois, ça, c'est le jeu de loi des rois de France. Attends. Quoi, attends? J'ai des questions. Oui? Ouais. Je vais te questionner sur les rois de France. Incroyable, je t'écoute. Alors, il régna en l'an 1226. Il voyagea beaucoup en Asie et en Afrique, où il vit bâtir la Sainte-Chapelle. Il mourut de maladies contagieuses en l'an 1270 et il est enterré à Saint-Denis. C'est Louis IX, dit Saint-Louis, qui a mené la croisade et qui est mort aux portes de Tunis. Bravo. Deuxième question. Il régna en l'an 1461. Il fit mourir plusieurs personnes qui étaient de considération, mais qui balançaient au sujet de son autorité. Il fut mauvais fils, mauvais père, mari infidèle, frère injuste, maître ingrat et ami dangereux. Oula. Il mourut en étant âgé de 61 ans en l'an 1483. Louis XI. Mais c'est très injuste. C'était un grand roi. Bon, d'accord, il enfermait les gens dans des cages et ils étaient accroupis. Bon, ok, c'est des mœurs de l'époque. Ouais, mais elles sont dures tes questions, dis donc. T'en as d'autres? Dernière question, qui est la plus difficile. Aïe. Il a perdu son papa quand il était tout petit. Il a dû s'exiler, il est revenu reconquérir son royaume. Et, indice, il a une très belle crinière blonde. Redis-moi ça, il a... Perdu son papa quand il était tout petit. Il a dû s'exiler, il est revenu reconquérir son royaume. Et il a une belle crinière blonde. Il y en a plusieurs qui sont... c'est un roi de France. Ah bah, donne-moi un indice. C'est le roi lion. Le roi Simba. Ah bah, moi, tu me dis c'est les rois de France. Là, je t'ai battu. Belle crinière blonde, j'aurais dû y penser. Ouais. Tu vois, Angelina, si au XVIIIe siècle, la pédagogie fait un immense bond en avant, eh bien, c'est aussi
grâce à un homme qui a complètement révolutionné la pédagogie. Il s'est senti investi d'une mission sacrée, c'était d'ailleurs un homme d'église, et on lui doit encore beaucoup. Pendant que les petits aristocrates s'amusent dans les académies, rien ne va plus dans les écoles pour les plus pauvres. Les maîtres qui enseignent n'ont aucun diplôme et peuvent raconter n'importe quoi. Répète après moi, Augustin. 2 + 2 = 6. Les élèves suivent les mêmes cours, qu'ils aient 7 ou 20 ans. Et tout cela va finir par agacer Jean-Baptiste de La Salle, un prêtre qui va consacrer sa vie à l'éducation des plus pauvres. En plus de créer des centaines d'écoles, il va bouleverser la pédagogie. Jean-Baptiste de La Salle a conscience qu'il faut mettre les enfants par groupe d'âge. Et ça aussi, c'est très novateur. Nous, ça nous paraît tellement évident aujourd'hui. Mais c'est une nouveauté pour l'époque. Lui, il décide que chaque groupe d'âge recevra le même enseignement en même temps. C'est ce qu'on appelle l'enseignement simultané. Les élèves écoutent le message de l'enseignant et ils travaillent tous en même temps. La petite nuance qu'il faut faire, c'est que Jean-Baptiste de La Salle accorde aussi beaucoup d'importance au silence. C'est donc Jean-Baptiste de La Salle qui instaure la règle du silence pendant les cours. Cette discipline, il l'impose aussi aux enseignants, qui doivent être irréprochables. Fini les imposteurs, place à des maîtres qualifiés. Il va être un des premiers à mettre en place un séminaire et c'est là où il fait passer ses préceptes d'enseignement. On va avoir des maîtres soucieux de pédagogie, soucieux aussi de préparer eux-mêmes un contenu de qualité pour faire en sorte que les élèves apprennent bien. Autre nouveauté et de taille, la création d'une salle de classe et surtout l'apprentissage en français et non plus en latin. Jean-Baptiste de La Salle rompt avec les habitudes de son temps et pose les bases de notre pédagogie moderne. Dans un instant, nous retrouverons l'animateur Jamy sur les bancs de l'école de Jules Ferry et la comédienne Charlotte de Turckheim dans une classe de jeunes filles des années 50. Mais en attendant, avec Angelina, un nouveau défi nous attend. Alors l'escrime, à la base, c'est pour faire l'éducation des futurs stratèges militaires. C'est fondamental pour apprendre à se battre. Alors, dans quelles circonstances on devait apprendre à se battre, à ton avis ? Bien, quand par exemple deux personnes n'étaient pas d'accord ensemble, ils faisaient un duel avec l'escrime. Exactement, un duel à l'épée, tu as tout à fait raison. Alors, bon, j'aime autant te prévenir, le duel est interdit en France depuis les années 1620-1630. C'est illégal depuis le cardinal de Richelieu sous le règne de Louis XIII. Mais ça se pratiquait encore au XVIIe siècle. Est-ce qu'à ton avis, les femmes avaient le droit de se battre en duel ? J'espère. Tu trouves ça bien, toi ? Bah oui, qu'elles puissent se défendre aussi. Oui, alors les femmes pouvaient se battre en duel, mais je ne sais pas si c'était avec les mêmes armes. Regarde, je crois que le monsieur qui est derrière toi, il s'appelle Philippe Inguy, c'est un bretteur de talent, un épéiste, n'est-ce pas, Philippe Inguy ? Vous êtes un maître d'armes. Effectivement, c'est ça. Alors, est-ce que les femmes avaient le droit de se battre en duel et est-ce qu'elles avaient des armes réservées ? C'était assez peu fréquent qu'elles se battent en duel, mais elles se battaient avec les mêmes armes que les hommes. C'est-à-dire qu'elles choisissaient l'arme. Généralement, c'est l'offensé qui choisissait l'arme avec laquelle elle souhaitait se battre. Elles se battaient en jupon ou elles s'habillaient en homme ? Alors ça, il y a plusieurs versions, mais la plupart du temps, elles pouvaient simplement relever un petit peu les jupes. Oui. Mais il y en a certaines qui même se mettaient en costume d'homme. On a le célèbre exemple, au début du règne de Louis XIV, de Mademoiselle de Maupin, qui s'habillait en homme et qui avait eu comme amant un maître d'armes qui lui avait appris tous ses secrets. Ah, la botte secrète. Elle cassait les codes, du coup. Oui, c'était un peu une exception. Mais elle se battait en duel même contre les hommes, elle. Ah ouais. Et le pire, ou le mieux, c'est qu'elle gagnait. Ah ouais, trop bien. Bon, on va revenir au cours d'escrime dans un instant. Mais simplement, tu sais qu'il faut imaginer qu'à l'époque, il n'y avait même pas besoin de faire l'appel. Hein. Ouais. Personne ne séchait les cours. Ah ouais. Mais toi, tu ne le fais pas, tu fais jamais l'école buissonnière. Non, pas vraiment. Tu sais ce que ça veut dire, faire l'école buissonnière ? Oui, sécher les cours à répétition. Eh bien, cette expression, faire l'école buissonnière, trouve justement son origine au XVIIe siècle, mais ça n'a pas forcément à l'époque le même sens.
Depuis 1685, les protestants sont persécutés par le pouvoir catholique. Obligés de se cacher, les pasteurs clandestins prêchent leur religion dans les bois. Il en va de même pour les écoles. Les protestants font classe, camouflés dans les buissons. C'est ainsi que naît l'expression « école buissonnière ». Cher Philippe, revenons à nos armes. Oui. On va se battre en duel, on va apprendre en tout cas. Voilà, avant de se battre, il vaut mieux apprendre un petit peu. C'est toujours plus prudent, il me semble. D'ailleurs, c'est ce qu'on faisait dans cette académie. Dans les académies, c'est une ambiguïté. Les duels sont interdits. Oui, mais donc, on doit apprendre pour parer à toute éventualité. Exact. Alors, bon, nous avons ici, chère Angelina, quelques armes. À toi de me dire si on peut utiliser ces armes. C'est une hache. Une hache. À ton avis, est-ce que tu crois que c'est anachronique ou c'est de l'époque? C'est de l'époque. Moi, je pense que c'est quand même un peu plus ancien. Un petit peu médiéval. C'est médiéval, ouais. Voilà. De même que le fléau, là. Vous avez peur? Mais je fais très attention, moi. Alors, en revanche... Ça, c'est un revolver. Plus précisément, un pistolet. On peut déjà se battre avec un pistolet. En pistolet. duel avec un pistolet, c'est un pistolet à silex. Il n'y a qu'un coup, hein. Faut pas rater son adversaire. Je vais pas rater mon coup, là. Mais il n'est pas armé. Non, il n'est pas armé. Alors, là, il y a des épées. Là, on est dans la bonne période. On est tout à fait dans la bonne période. Dans la main droite, vous avez une épée qui peut servir... c'est une épée civile, donc c'est une épée qui peut tout à fait servir en duel et qu'on peut porter au côté. Et dans la main gauche, c'est un fleuret. Le fleuret, on ne se bat pas en duel. Le fleuret, c'est une arme d'étude. C'est pour étudier l'escrime. D'accord. Écoutez, je pense que c'est... Angelina, t'es pas d'accord avec moi? On a envie de passer aux travaux pratiques. Ouais, trop. Alors, expliquez-moi comment on fait. On va prendre son épée. Chac! Voilà. Wow. Et ensuite, attention. On se met en garde. Exact. Et après, on engage le fer. Alors, on engage... Je ne vais pas vous faire de mal, hein, rassurez-vous. Merci. Mais comment on fait? La première chose que l'on va apprendre à l'escrime, c'est se garder. C'est-à-dire éviter de prendre un coup. Donc, par exemple, si vous voulez me toucher, allez-y. Je peux prendre aussi ici. Voilà. Au revers. Au revers, de façon à pouvoir contre-attaquer sur des cibles différentes. Très bien. Parce que si j'attaque toujours dans la même cible, mon adversaire, il va vite me repérer. J'ai une dernière chose à vous demander, Philippe Pingui, c'est que on m'a toujours dit attention au coup de Jarnac. Le coup de Jarnac, c'est prendre en traite. C'est effectivement passé dans le langage courant comme quelque chose de pas très loyal. Alors, c'est avec quelle arme? On a besoin pour le coup de Jarnac d'un poignard et d'une rapière. C'est quoi une rapière? C'est ça. C'est l'épée des mousquetaires. Ah ouais. D'Artagnan. Par exemple. Les 3 mousquetaires. Et avant, le coup de Jarnac, ça se faisait avec une épée et un poignard. C'est-à-dire que sur l'attaque d'un adversaire... Alors attends, je prends une épée. Oui, j'ai le droit de me défendre quand même. Bien sûr. Attention, je vais vous faire le coup de Jarnac. Ah bah ouais, mais vous faites pas mal quand même. Non. Alors, admettons, vous m'attaquez. Allez-y, allez-y. Je vais prendre votre fer. Ouais. Je vais passer à côté de vous et je vais me laisser tomber. Et en même temps, je vais vous trancher le jarret. Le jarret? Voilà. Du coup, vous n'allez pas en mourir, mais vous allez rester handicapé. Ah ouais. Ah non, mais ça, c'est un coup de traître. Mais c'était parfaitement autorisé. C'était tout à fait régulier à l'époque où ça s'est réalisé. Eh ben voilà. Non mais tu imagines, Angelina, bon, toi t'as 12 ans, t'es au collège, tu aimerais qu'on apprenne ça dans ton école? C'est un peu hard quand même. Ouais, c'est un peu violent quand même. C'est un peu violent. Bon, ce que je te propose maintenant, Angelina, c'est de nous transporter dans une autre époque. Tu continues le voyage dans le temps avec moi? Allez, c'est parti. Mais tu sais qui on va retrouver? Je crois que c'est un garçon que t'aimes beaucoup, c'est Jamie Gourmaud. Ah oui. Mais on va le retrouver à la fin du 19e siècle, dans les années 1890. On va retrouver le tableau noir, la craie, la blouse, les pupitres en bois. Le bonnet d'âne. Le bonnet d'âne, peut-être. Ah bah, c'était mauvais élève, on va voir. Ouais. Hein. Je crois que tu es très bon élève. On va retrouver également les plumes sergent-major. Et puis, on va même apprendre à nager, mais sans piscine. C'est curieux. Mais juste avant de retrouver Jamie, je vous propose de revivre les grandes heures de l'école sous la Révolution française, parce que ça a vraiment marqué quelques jalons de l'histoire de l'école. À partir de 1789, la France connaît une révolution sans précédent. En 10 ans, le peuple renverse la monarchie, crée l'Assemblée nationale, déclare les droits de l'homme et lance un train de réforme en vue d'une société plus égalitaire. C'est dans ce contexte et dans le prolongement des grandes idées des Lumières que l'on commence à repenser l'éducation. C'est l'époque où, d'une part, on prend conscience du fait
que l'éducation est un enjeu pour l'ensemble de la population et pas simplement pour une élite, c'est la période où on prend conscience du fait que ce n'est pas simplement un enjeu intellectuel, mais que c'est un enjeu politique. C'est-à-dire que l'école, elle forme des citoyens et pas simplement des individus. La question qui se pose immédiatement, c'est comment faire en sorte que ces hommes prennent les bonnes décisions. Et ça suppose qu'ils soient éduqués. L'école ne devra plus former de simples individus, mais des citoyens. Aime ta patrie, petit. Les idéaux révolutionnaires font doucement leur chemin dans la société. Et c'est finalement sous Louis-Philippe, le dernier roi de France, que l'école primaire devient gratuite pour les plus pauvres. Grâce aux lois de François Guizot, le ministre de l'Instruction de l'époque. Il oblige également toutes les communes de plus de 500 habitants à se doter d'un établissement scolaire. Malgré tout, certains petits Français résistent encore et toujours à l'appel de l'école et refusent d'y aller. On trouve des freins à l'intérieur, même des familles qui considèrent que envoyer leurs enfants à l'école, c'est aussi enlever une main-d'œuvre à l'intérieur de la famille qui a une grande importance, notamment dans un contexte de très grande pauvreté. Et on considère aussi quelquefois que l'instruction, même si elle a un rôle, elle n'est pas essentielle. Bientôt, ces familles n'auront plus le choix. Sous l'impulsion de Jules Ferry, l'école de la Troisième République devient obligatoire pour tous les garçons, mais aussi pour toutes les filles. Pour les accueillir, des dizaines de milliers d'établissements ouvrent leurs portes partout en France. L'école devient également laïque, marquant ainsi la fin de 14 siècles de monopole de l'Église sur l'enseignement. L'école publique gratuite naît en 1881. Elle est laïque et obligatoire pour les enfants de 6 à 13 ans. Dans ces établissements flambant neufs que l'on surnomme les palais de Jules Ferry, les matières enseignées sont assez similaires aux nôtres. Français, histoire géo, sciences naturelles et mathématiques. Enfin pour les garçons, les filles ont enfin accès à l'école, mais dans des écoles séparées, et leur enseignement est plus littéraire. C'est dans cette école de la fin du 19e siècle qu'avec Angelina, nous allons retrouver le professeur de sciences préféré des Français, l'animateur Jamie Gourmaud. Angelina, est-ce que tu connais Jamie? Oui, je regarde ses émissions d'ailleurs. Eh bien écoute, regarde, Bonjour, il est là. Stéphane. Bonjour Jamie. Bonjour. Ravi, Angelina. Il y a une place juste à côté de moi. Eh bien, cher Jamie, nous arrivons directement du XVIIIe siècle. Quel voyage! Ouais. Ça change, non? Déjà, je suis un peu plus chez moi. Le décor est assez reconnaissable, tu as raison. Moi, je suis allé dans des salles de classe qui étaient identiques à celle-ci, avec des hauts plafonds, des grandes fenêtres. Et il y a quelque chose qu'il n'y a plus dans les classes aujourd'hui et qu'il y a ici, il y a un parfum, une odeur, un mélange de cire, parce qu'on est sur des pupitres en bois, et puis aussi un mélange de cire et d'eau de javel. Parce qu'on nettoyait, moi je me souviens, quand j'étais enfant, peut-être vous aussi, à la fin de l'année, on finissait l'année en nettoyant la classe à grande eau avec de l'eau de javel, et ça s'imprégnait dans les parquets, et tout ça ressurgit avec le temps. Et ça, c'est merveilleux, parce que c'est un peu la Madeleine de Proust. Hein, Ah mais on est nostalgique, c'est normal. Et puis, il y a un autre élément très important. D'ailleurs, un certain nombre de personnes aujourd'hui aimeraient remettre cet accessoire à la mode. Qu'est-ce que tu remarques? Comment ils sont habillés, les élèves? Avec des blouses. Ils ont tous une blouse noire, absolument. La blouse était censée gommer les disparités sociales. Parce que dans un village, il y avait les enfants, à la fois du notaire et puis du paysan. Eh bien, tout le monde se retrouvait à égalité grâce à cette blouse. Bon, Jamie, pardonnez-moi de vous poser la question, mais quand même, depuis 25 ans, vous êtes en quelque sorte notre professeur de sciences, en tout cas le préféré des Français. C'est un bien grand mot. Voilà, j'aime raconter des histoires de sciences. Le métier d'enseignant est beaucoup plus difficile, je pense, que ce que je fais. Un enseignant, tous les jours, chaque heure, il monte sur scène devant un public qui ne lui est pas forcément toujours acquis. Et donc, il doit réussir à capter l'attention de tous ses élèves. Et on lui demande d'être bon en permanence. C'est quasiment impossible. Alors, de quoi as-tu besoin? Tu as ton cahier? Mon cahier. Et puis avec quoi tu vas écrire?
J'imagine que c'est avec ça. Alors, qu'est-ce que c'est? Un stylo plume. Alors, en fait, on appelait ça un porte-plume. Voilà, parce que dans un stylo plume, il y a un réservoir. Or là... Là, il n'y a rien. Là, il n'y a rien. On va faire des pleins et des déliés. Tu es familière avec les pleins et les déliés? Pas du tout. Je sais pas ce que ça veut dire. Alors, quand tu descends, le trait est plus grand et donc ça fait des pleins. Et quand ta plume remonte, c'est plus léger, ça fait un délié. Voilà. Ça, oui. Alors, c'est vrai que quand on regarde ça, on trouve ça très beau. Ouais. Mais en fait, c'est quasiment impossible à reproduire avec notre manière d'écrire aujourd'hui. Ça doit être très compliqué. On écrit notre nom? Oui. C'est super fin. Ah, je n'ai plus d'encre. Aïe. Je sais pas vous, mais moi ça fait des gros pâtés. Eh mais vous êtes allé vite, Stéphane. Montrez-nous. Hop. Ah non, mais Jamy, mais... Hein? Vous étiez moi... fait pour cette époque. Hein. Voilà, j'écris bien. Hein. Ah ouais. Alors, Angelina, j'ai quelques questions à te poser parce que tu vas arriver vers le brevet des collèges, non? Dans 2 ans. 2 ans. Tu appréhendes? Je me demande vraiment, parce que c'est ma toute première épreuve et c'est sûr qu'on appréhende un peu. Il faut que tu imagines que les élèves du 19e siècle, ils avaient aussi une épreuve qui était évidemment très importante, c'était le certif. Le certificat, en fait, de fin d'études primaires. Et là, c'était vraiment très important. Et alors, l'examen est à l'époque très difficile. Il y a seulement 30% de réussite. Quelle était, Jamy, à votre avis, l'épreuve qui était la plus redoutée par les élèves de la Troisième République? Il me semble que c'était la dictée. Pourquoi? Ah, parce que la dictée, eh bien, elle était préparée par des examinateurs qui cherchaient à y mettre des mots compliqués, des difficultés d'accord, des choses comme ça, me semble-t-il. Moi, je vais vous dire pourquoi elle était terrifiante, cette dictée. 5 fautes. Ouf. Seulement 5 fautes, et vous étiez éliminé. 5 fautes seulement? C'est très peu. Nous, 5 fautes, bon, ça vaut un 16 sur 20. Ah oui, le tarif n'est pas le même aujourd'hui. Ouais. Eh bien, chers élèves, je vous ai préparé une dictée qui est restée célèbre dans l'histoire de France. C'est la dictée de Monsieur Mérimée. En 1867, au château de Compiègne, l'empereur Napoléon III, l'impératrice Eugénie, tout ce petit monde, il n'y avait pas la télévision, on s'ennuyait un peu le soir, qu'est-ce qu'on fait? On fait une dictée. Mérimée propose sa dictée. Je crois que l'empereur a fait 75 fautes, il aurait été éliminé, l'impératrice n'était pas mieux, mais elle était espagnole. Alors voilà la dictée, il faut que vous me notiez les erreurs qui se sont introduites malencontreusement dans cette dictée. Il y a 3 erreurs. Quel que soit et quelque exigu qu'ait pu paraître à côté de la somme due, les arts qu'étaient censés avoir donné la douairière et le marguillier. Et Jamy? Je repère une faute sur le mot exigu. Le mot exigu, vous avez raison. Le mot exigu a un E. Un E et le tréma se trouve sur le E. Le tréma sur le E. Mais quel que exigu qu'ait pu paraître les arts. C'est les arts. Ça s'accorde avec les arts. Les arts. Et les arts sont de quel genre? Féminin. Les arts sont féminins. C'est un mot qui est toujours féminin pluriel. Exactement. Et quelque exigu ES. Donc là, c'est oui, mais là, on a un joker parce que vous n'étiez pas allé jusqu'au bout de la phrase. Vous pouvez lire le texte, franchement. Monsieur Jamy, il y a 5 lignes. Hein. Bon, et qui était censé avoir donné. Oui, c'est E. Donné ES. Bravo, Angelina. Et ES. Et ES. Oui, parce que ça s'accorde avec art. Et art. Tu es un très mauvais professeur. Coup de bâton. Je suis nul, en plus, je suis encore plus nul. Et il y a une dernière faute sur un mot qui est, je te l'accorde, fort peu employé. C'est ce mot, marguillier, 2 LER. Est-ce que tu sais ce qu'est un marguillier? Non. Jamy, on peut avouer que c'est pas très usité aujourd'hui. C'est un mot qu'on trouvait beaucoup au 19e, jusqu'à aller, on va dire, au premier tiers du 20e. Un marguillier, c'est, je crois, la personne qui avait en charge l'entretien de l'église, me semble-t-il. Et qui l'ouvrait, qui la fermait? J'avais une question, Stéphane. Oui.
Tu es en train de nous demander des choses compliquées, mais est-ce que toi, à ton époque, tu es arrivé à faire sa dictée? Alors, à mon époque, je n'ai malheureusement pas connu Prosper Mérimée ni cette dictée-là, mais c'est vrai que les dictées étaient très difficiles. Mais j'étais plutôt pas mauvais en orthographe pour une raison simple, c'est qu'on était obligé de lire énormément de livres. Ouais, nous quand on écrit des SMS, maintenant c'est j'ai pas compris avec un G. C'est pas pareil. En tout cas, bon, écoute, tu peux ranger tes cahiers, tes plumes, tes livres. Tiens d'ailleurs, est-ce que tu sais, Angelina, que c'est Jules Ferry qui a fourni tous ces éléments à chaque écolier? Justement, je vous propose maintenant de nous intéresser à la panoplie du parfait écolier sous la Troisième République. Depuis 1870, les écoliers doivent adopter une nouvelle tenue. La blouse, obligatoire, protège des taches d'encre. On peut la porter beige, bleue ou noire, mais jamais blanche, à cause des taches d'encre. Aux pieds, pour les plus modestes, des sabots en bois remplis de paille pour rester au chaud. Pour les plus riches, de beaux souliers cirés. Sur le dos, un cartable super grand et rectangulaire pour pouvoir ranger son nouveau manuel de géographie super grand et rectangulaire. Et enfin, un panier repas qui contient du pain, un morceau de viande et une mini bouteille de vin. Et on n'oublie pas sa petite bûche pour le poêle, afin de réchauffer son plat. Jamy. Oui. Vous avez vu au tableau? Bien, vie, parents même, il faut tout sacrifier pour la patrie. C'est violent, hein, quand même. Oui. La morale, en 1895, ça plaisantait pas. Tu comprends ce que ça veut dire, Angelina? Pas vraiment, Ça je veut sais que la dire patrie... les biens matériels, sa propre vie, et même ses parents, il fallait tout sacrifier si la patrie était en danger. Tu vois, c'était pour fortifier le caractère des élèves. C'est très dur, mais il faut replacer ça dans le contexte. 1870, on a perdu l'Alsace et la Lorraine, et donc là, on fait tout pour remuscler un petit peu le moral des troupes et montrer à la population, aux élèves même, qu'il faut se battre pour la patrie, la défendre à tout prix. Avant, c'était la morale catholique qui avait cours dans les salles d'école, parce que c'était les prêtres qui enseignaient l'éducation et donc la morale. Et là, c'est les maîtres, voilà, les maîtres qui sont très respectés, qui deviennent en fait les nouveaux prêtres laïcs, en quelque sorte. Et donc, tous les matins, le maître écrivait au tableau noir une nouvelle morale pour bien se la mémoriser, la photographier. Alors, je vous propose un petit quiz, quelques exercices. D'accord, Angelina? C'est ce qu'on appelle la morale par l'exemple. J'ai volontairement camouflé la morale de l'histoire. Alors, j'ai 3 propositions à te faire. Tu me dis à quoi ça correspond. Enfance ponctuelle, jeunesse éternelle. Les impatients arrivent toujours en retard, ou alors garder un objet trouvé, c'est voler. Alors imagine, parce qu'il faut s'imaginer la scène. Donc c'est un enfant qui donne une montre à un policier. D'après toi, où est-ce qu'il l'a trouvée, cette montre? C'est la sienne? Non, il l'a trouvée par terre. Voilà, Eh oui. donc c'est, je pense, la 3e réponse. Voilà. Et la petite fille montre l'endroit où il l'a trouvé. Donc la morale, c'est garder un objet trouvé, ça équivaut à voler. Alors maintenant, je te montre une 2e morale par l'exemple. Voilà. Alors, quelle est la morale? On a toujours besoin d'un plus grand que soi. Sang-froid dans le danger, victoire assurée. Fais ce que tu dois et advienne que pourra. À ton avis? Regarde, ce garçon, il est en train de protéger manifestement sa petite sœur. Donc, il vient se mettre face à un chien qui n'a pas l'air très sympa du tout. Donc, il la protège. Oh, je pense que Jamy est en train de faire fausse route. Non. Je sais pas, quelque chose me dit Je me dis qu'il a du sang-froid et qu'il protège sa petite sœur. Oui. Sang-froid dans le danger, victoire assurée. C'est pour garder le contrôle de soi. C'est ce qui montre que l'image est très intéressante pour véhiculer de la connaissance. Ce que l'on fait aujourd'hui, d'ailleurs. C'est beaucoup mieux, je trouve, avec les images. Par exemple, nous c'est pareil, on regarde des vidéos. Par exemple, en physique-chimie, on regarde C'est pas sorcier. Non. En cours, si. Bon, et c'est bien. Ouais. Et je trouve ça cool parce qu'on comprend vraiment beaucoup mieux avec les images. Avec les images et les mots, il faut les deux ensemble. Et on essaye d'éduquer les parents à travers leurs enfants. Je te donne un exemple. Tu vois sur ce panneau, l'alcool, c'est l'ennemi. Et on essaye d'expliquer aux enfants
dont les parents peuvent parfois avoir des problèmes d'alcoolisme, combien l'alcool est un danger. Alors, il y a un truc marrant, Stéphane, c'est que quand vous dites on essayait de faire passer aux parents des messages à travers les enfants, c'est quelque chose qui a duré et qui dure encore aujourd'hui. On a appris il y a quelques années aux enfants à faire le tri des déchets. Et on a essayé, en apprenant aux enfants à faire le tri des déchets, de faire passer le message aux parents. Donc, l'enfant, et ce qu'il apprend à l'école, est toujours un bon vecteur pour apporter des connaissances aux parents. Revenons aux images maintenant. Parmi les grands historiens du 19e siècle qui ont véritablement révolutionné la manière d'enseigner l'histoire, il en est un qui a donné son nom à un manuel scolaire. Je vous propose de découvrir l'auteur du Petit Lavis. Imaginez un professeur qui vous apprend que les Gaulois sont peu fréquentables, que Charlemagne a un style plutôt basique et que Louis XIV est très mal élevé. Bienvenue dans un cours d'histoire de la Troisième République. À l'époque, le manuel de référence, c'est celui d'Ernest Lavis. Avec lui, l'histoire de France se vit, se romance, se raconte en images, comme dans une bande dessinée, et avec des mots simples. Telle est la méthode imparable de l'historien pour capter l'attention des écoliers et les prendre par les tripes. Oh super, génial! Il se met vraiment dans la peau du maître, qui est presque là devant eux, et qui leur raconte une histoire. Il faut lui reconnaître ce mérite qu'il a su toucher ce public d'élèves. La forme du récit est efficace et ludique. Le fond, lui, peut aujourd'hui laisser un peu perplexe. On notera par exemple qu'Ernest Lavis ne porte pas particulièrement dans son cœur les monarques du XVIIIe siècle. Voici comment il décrit Louis XVI. Il avait besoin de se donner de l'exercice parce qu'il était gros et parce qu'il mangeait trop. Le pire, c'est qu'il n'avait pas de volonté. Il était toujours de l'avis de la dernière personne qui lui parlait. Il faut se mettre dans le contexte politique de l'époque. Cette Troisième République, elle a eu du mal à s'installer. On essaie aussi certainement de montrer la royauté sous son pire jour pour faire en sorte que cette jeune génération ne soit pas attirée par ce retour à la monarchie. D'autres personnages plus chanceux sont décrits comme les grands protagonistes de notre histoire de France, respectés et acclamés tels des super-héros. Du regard frondeur de Jeanne d'Arc à la moustache rebelle de Vercingétorix, les icônes créées par Ernest Lavis ont marqué des générations d'écoliers et restent encore bien ancrées aujourd'hui dans notre imaginaire collectif. Alors c'est vrai qu'Ernest Lavis est l'un des premiers grands vulgarisateurs de l'histoire de France, mais dans son manuel scolaire, il a aussi véhiculé un certain nombre d'idées qui étaient celles de la Troisième République et qui aujourd'hui, évidemment, peuvent susciter la polémique. Et pour preuve, je vais vous montrer une phrase. « La France veut que les petits Arabes soient aussi bien instruits que les petits Français. Cela prouve que notre France est pour les peuples qu'elle a soumis. » Alors, quels sont les mots qu'il faut mettre là dans les trous? Alors? Que notre France est quoi? Alors moi, je dirais, ça doit être quelque chose dans le genre juste et généreuse, quelque chose comme ça. Bien, elle est bonne et généreuse. Oh. Ouais. C'est vrai qu'on vantait à l'époque auprès des enfants les mérites de la colonisation. C'est-à-dire que cette France qui colonise l'Algérie et d'autres contrées, elle vient pour apporter la civilisation, pour apporter le savoir, pour construire des routes. D'ailleurs, il faut le dire, Jules Ferry, il était aussi favorable à la colonisation. Donc c'est le côté un peu, disons aujourd'hui, plus sombre du personnage. Bon. Mais encore une fois, il faut se remettre dans le contexte de l'époque. C'est vrai que ce sont des phrases qui peuvent nous heurter, qui font froid dans le dos aujourd'hui quand on les lit, mais il faut vraiment faire abstraction de tout ce que l'on a appris depuis et de tout ce que l'on a fait depuis pour comprendre comment on pouvait écrire des choses comme ça. Bon, écoutez, dans un instant, vous allez pouvoir partir à la récréation, vous allez pouvoir vous dégourdir les jambes, mais pour l'heure, j'aimerais vous dire qu'en cette fin du 19e siècle, la cour de récréation n'est pas forcément synonyme de détente. Et oui, elle se transforme en un véritable camp militaire pour une raison simple, c'est qu'il faut
forger et former les futurs soldats du pays. Aux armes, écoliers! Au lendemain de la défaite de 1870, la France prépare sa revanche et décide d'aller recruter ses futurs soldats jusque dans les salles de classe. On est dans le contexte de la revanche et on considère effectivement que le jeune garçon doit se préparer en cas de nécessité pour défendre sa patrie. À partir de 1882, sont formés partout en France des armées d'enfants. Ce sont les bataillons scolaires. Tous les garçons dès 12 ans y sont enrôlés et cet enseignement militaire est dispensé directement à l'école. Juste après la pause du goûter, ils apprennent donc à se battre et à manier le fusil. Les enfants, tout mignons, quittent leur costume d'écolier pour enfiler leurs uniformes de petits soldats. Ils apprennent l'ordre et la discipline, par exemple apprendre à marcher en rythme, en cadence. Ils apprennent aussi à savoir ramper au sol, savoir pointer le fusil. Pour beaucoup d'entre eux, avec des fusils de bois, il y a très peu de fusils qui tirent. Les enfants se prêtent à ces exercices avec patriotisme. Il n'y a pas d'enfants dissipés, les rangs sont serrés, les exercices sont observés à la lettre. Parce que la Troisième République l'a demandé et que les enfants acceptent volontiers ce genre d'exercice. Mais l'euphorie ne va pas durer très longtemps. C'est très décrié à l'époque, y compris par certaines familles qui n'adhèrent pas à cet enseignement. C'est la raison pour laquelle ces bataillons scolaires, finalement, vont avoir une durée de vie assez courte. Un autre temps s'ouvre et la blessure, l'humiliation de la défaite commence aussi certainement à s'atténuer et on veut aussi construire une société différente. 10 ans après la création des bataillons, les petits soldats rendent les armes. C'est la fin de cet enseignement militaire qui sera finalement remplacé par des cours de gymnastique. Dans un instant, nous retrouverons Charlotte de Turckheim dans un univers très féminin, celui d'une classe d'art ménager des années 50. Mais en attendant, l'heure de la récréation a sonné pour Jamie et Angelina. De quoi réveiller des souvenirs nostalgiques. Eh ben voilà, nous sommes dans la cour de récréation, près du préau. Angelina, ça te rappelle ta cour d'école? Oui, ça me rappelle beaucoup ma cour d'école, le fait qu'on s'attrape tous comme ça. Et toi, Jamie, quel genre d'écolier tu étais? Chahuteur, turbulent? Tu faisais la fête pendant la récré? Alors, moi, non, parce que j'avais un gros problème, Stéphane, c'est que je porte des lunettes depuis l'âge de 5 ans. Et des lunettes sur une cour de récréation quand ça chahute, c'est pas pratique du tout. Moi, j'étais comme toi. Voilà. Alors déjà, on se faisait chahuter. Oui. On pouvait pas chahuter, mais on se faisait chahuter. Donc, on t'appelait quatre yeux aussi? Non, on m'a jamais dit ça. Moi, on m'appelait quatre yeux. Donc j'avais tendance à me mettre un petit peu à l'écart. Voilà, ouais. J'attendais que l'orage passe. Tu as vu, Angelina, il y a toutes sortes de jeux. D'abord, c'était la loi. La loi imposait à l'école de proposer, tu vois, des quilles en bois, de proposer des cerceaux, de proposer des cordes aussi, des cordes à sauter. Tu as fait de la corde à sauter? Oui, on a fait de la corde à sauter. Et tu vois, la cour d'école était réglementée. Il fallait qu'il y ait 200 mètres carrés, c'est-à-dire 5 mètres carrés par élève. Et regarde, eux là-bas, ils sont en train de jouer aux billes. Et ça, c'est un jeu qui a pas changé. Hein. Ah non, mais c'est surtout réservé pour les garçons. Tu jouais aux billes, Jamie? Ah, j'adorais jouer aux billes. Ah, moi, j'adore ça. Alors ça, c'est ce qu'on appelle des marbres. Oui, c'était celles qui valaient le moins cher. Exactement, elles avaient moins de valeur que les yeux de chat. Les yeux de chat et les yeux de tigre. Absolument, c'était en verre. Ouais. Et je crois qu'il fallait magnifique. 2 marbres pour un œil de chat. Alors là, tu vois, il joue à Colin Maillard, il y en a un qui a les yeux bandés et il doit attraper les autres. En fait, tous ces jeux existent toujours. Oui. Alors moi, je vais te proposer un jeu qui remonte à la nuit des temps. C'est un jeu qui date de l'Antiquité. Les instituteurs l'aimaient beaucoup parce que ça obligeait les élèves à compter. Je vais te montrer. À ton avis, qu'est-ce que c'est? À quoi ça ressemble? Des pions. Ce sont des morceaux d'os. Ah. Ce sont des os de mouton. Et on appelle ça des osselets.
Alors, l'idée, c'est de prendre les 4 os qui sont et t'as le rouge en main. Tu dois, regarde, tu le lances en l'air. Voilà. Ah, mince. Ah ouais, c'est... Tu dois le garder, tu vois, tu le lances. Ouais, bravo. Alors ensuite, tu gardais cela et tu devais... On a frappé. Allez, bravo. 2 points. Très fort. Tu veux essayer? Ouais. Tiens. Alors, je vais d'abord essayer avec un. Mais c'est bien, tu l'as attrapé, mais... Encore. Ah, bravo. Tu es trop fort. Super. Il y avait une autre tradition près du préau, dans la cour de récréation. Est-ce que tu as une idée, à part les jeux, à part les discussions, qu'est-ce qui était vraiment symbolique de cette époque dans les cours de l'école? Je pense courir. Non. Quelque chose où, au contraire, il ne fallait pas bouger, il fallait rester très sage. Eh bien, c'est la photo de classe. La photo de classe a pris son essor à la fin du 19e siècle, le prof au milieu et les élèves autour. À la fin du 19e siècle, la photo de classe fait sa grande entrée dans les écoles. Et elle connaît des débuts un peu compliqués. Les appareils nécessitent beaucoup de lumière et supportent mal le mouvement. Donc il ne faut surtout pas bouger. Lui, par exemple, il a bougé. Pour la Troisième République, la photo de classe va vite faire office de publicité gratuite. L'occasion de vanter les mérites de cette incroyable école gratuite, laïque et obligatoire qui se répand avec succès dans toute la France. Du coup, les instituteurs mettent un peu la pression aux élèves. Ils les invitent à revêtir leurs plus beaux vêtements, à se coiffer et surtout à prendre un air très sérieux. Plus on ressemble à un membre de la mafia, mieux c'est pour la photo. Les enfants ont comme consigne, bien sûr, de rester droit, parce que c'est aussi une image de discipline qui est associée à cette école. L'idée, bien sûr, est de ne pas sourire. On va avoir des manières de faire poser. Alors, par exemple, les mains sur les genoux, ou au contraire, si on est debout, les mains derrière le dos. Heureusement, au fil des ans, la photo de classe va un peu se détendre. Les photographes commencent à imaginer des mises en scène plus audacieuses. Parfois, un peu étranges. Des élèves vont poser, certains vont être à côté de leur enseignante, qui peut, elle, être par exemple dans un fauteuil, un peu comme si elle posait dans un portrait peint. Et puis on peut avoir aussi des cadrages où le photographe scolaire va jouer avec l'architecture. On va faire poser les enfants sur cet escalier monumental réparti tout du long. On peut trouver aussi des enfants dans un parc. On va pouvoir jouer aussi avec la nature. Alors là, on peut même trouver des photographes qui font sortir des tables scolaires, vont sortir des chaises et font poser les enfants comme s'ils faisaient classe à l'extérieur. La tradition de la photo de classe va traverser les siècles. Aujourd'hui encore, elle reste pour les écoliers un rendez-vous annuel incontournable et pour les parents, un souvenir de leur bambin qu'ils aiment conserver. Allez, hop. On va rester dans la cour, on va faire un peu de sport. Quel est ton sport préféré dans la cour de récréation? On fait du badminton, on fait un petit peu de volleyball. Alors moi, je vous propose de pratiquer un autre sport maintenant. On va apprendre à nager, d'accord? Nager? Mais ils sont où nos maillots? Et la piscine? C'est surtout la piscine qu'il faut. Ouais. À votre avis, avec quoi est-ce qu'on peut apprendre à nager? Regardez autour de vous. Il y a quelques seaux d'eau ici. Non, ça ne peut pas nous être utile. Non, pas dans un seau d'eau. Bon. Messieurs, est-ce que vous voulez bien apporter le matériel pour apprendre à nager? Et moi-même, je vais vous montrer. Tabouret, viens, on va en chercher un nous aussi. Ouais. Voilà. Hop. On prend tous un Tiens, tabouret. Angelina. Hop. Voilà. Vas-y. Hop. Maintenant, je vais demander au maître. Olivier, est-ce que vous voulez bien m'apporter le manuel de gymnastique? Merci beaucoup. Voilà, on avait un manuel de gymnastique. C'est de la natation à sec. Vous n'allez pas vous mouiller. Alors, je donne les instructions. L'élève étant couché à plat ventre sur le banc. Alors, couchez-vous, allez, à plat ventre.
Vous, Stéphane, non. Je vais le faire. Ah, mais bon. d'abord, je vous donne les instructions. Alors, voilà. Vous êtes bien? Bien, c'est Un bien grand mot. pas vraiment ça. Faites les mouvements de la brasse maintenant. Alors, on fait les mouvements de la brasse. C'est bien. Toi, tu fais pas bien. Toi, c'est pas bien du tout. Ça, c'est mieux. Je veux pas le dénoncer, hein, mais il a les pieds par terre quand même. Il sera puni. Plus droit les pieds. Allez, faites travailler vos abdos, bon sang. Allez, moi je tombe la veste parce qu'évidemment par ces chaleurs. Alors, donc. Ah ben, je vois que vous êtes entraîné. Hein. Ouais. On n'est pas un peu ridicule là? Si, mais- Alors, ça fait travailler évidemment les abdos et vous apprenez les mouvements de la brasse. C'est pas pratique. Ah, vous débrouillez très bien, Stéphane. Ah bah écoutez, c'est... On peut traverser la Manche comme ça. Est-ce qu'on sait si les élèves, une fois dans l'eau, savaient nager après cet exercice? Ah, chers amis, avant d'être dans l'eau, je ne peux pas vous le garantir, évidemment. Mais pourquoi ils allaient pas tout simplement dans l'eau? Mais parce qu'il n'y avait pas de piscine. Maintenant, il y a des piscines municipales. Mais à l'époque, ce n'était pas le cas, Angelina. À cette époque, on est à partir de 1880, la gymnastique devient obligatoire à l'école publique. Pourquoi? Parce que c'est l'époque où on veut développer l'hygiène. On veut affermir le corps, fortifier le tempérament de l'élève et surtout défendre une certaine hygiène. Pas seulement une hygiène corporelle, mais une hygiène de vie. C'est pas mal, non? Ah ouais? Mais moi, je préfère nager dans l'eau. Hein. Bah, c'est C'est vrai bien. que ça fait travailler les abdos. Hein. Ça fait travailler les abdos. Ouais. Ils sont pas mal, non? Vous Ouais, sentez pour vos les abdos, là? Vous les sentez? Eux, ils vont les sentir, hein, parce que depuis le temps que ça dure... Bon, allez, messieurs, il est temps pour nous de retourner dans la salle de classe et de faire le bilan de notre journée. Ah! Allez, on reprend nos travaux. Angelina, Jamy, alors, maintenant qu'on a fait un peu de sport, hein, qu'on s'est détendu, qu'on a même appris la natation, je vous ai préparé une petite surprise. Alors, ne soulevez pas le drap. C'est un petit jeu pour tout à l'heure. Mais d'abord, bon, qui dit bonne note, c'est ton cas, Angelina, dit récompense. En fin d'année, on vous offrait des éditions un peu jolies, de Jules Verne, des beaux livres qu'on nous offrait à la fin de l'année. Et puis, parfois, on pouvait recevoir des médailles avec votre nom qui était gravé derrière pour vous féliciter pour une année scolaire réussie. Et alors, il y a même eu des choses assez étonnantes, c'est une couronne de laurier. Évidemment, ça peut paraître ridicule, mais tu sais que c'est ce qui, depuis la Grèce antique, couronnait eh bien, les grands scientifiques, les grands coureurs, tous ceux qui étaient capables de faire des exploits. C'est d'ailleurs la signification du mot bachelier. Exactement. Voilà. Ah oui, il m'a volé l'expression de la bouche, mais bravo, Jamy. Le mot baccalauréat, lauréat, ça vient de laurier. Donc on l'oublie quand on passe le bac. Le baccalauréat vient de la couronne de laurier. Bon, on a aussi des punitions. T'as jamais eu de punition? D'heures de colle, non. Des heures de colle? Non. Au piquet? Nous, on allait au piquet. Il y a eu une année où j'avais une institutrice qui n'était pas sympa du tout. Il y en a toujours un. C'est peut-être vous qui étiez dissipé. Voilà. Peut-être un petit peu, mais bon, je pense que je n'étais pas le seul à le penser. Moi, j'avoue que j'étais un enfant plutôt dissipé, très bavard et pas très concentré. Et donc, je suis allé au piquet. Et alors, en plus, il fallait qu'on soit sur une jambe ou que... Non, mais j'ai fait ça. Moi, j'étais sur l'estrade, à genoux sur l'estrade. Ça m'est arrivé. Oui. Soulevez le drap qui recouvre votre pupitre. Alors, attention. Et je vais vous proposer Qu'est-ce que c'est que ça un certain nombre d'instruments de torture. Vous me dites lesquels les maîtres avaient le droit d'utiliser sur les écoliers et ceux qui, au contraire, étaient interdits. Alors... Je crois que la règle... Oui. C'était pour les doigts comme ça. Alors, oui, une règle en bois, celle du professeur, absolument, c'est celle-là. Nous, on a connu ça. Ah ouais. Et il paraît que ça déformait, du coup, ils étaient en pleine croissance, et du coup, ça... Fallait vraiment se faire taper sur les doigts tous les jours. En tout cas, je garde la règle. Bonne réponse. Voilà, ça a d'ailleurs donné le nom à une expression. À une expression qui a toujours monnaie courante. Eh oui. Eh oui. Je vous propose de le regarder. À la fin du 19e siècle, les écoliers doivent apprendre par cœur leurs leçons. Ils sont ensuite interrogés par le professeur, c'est l'épreuve de la récitation. Si l'élève se trompe, le maître n'hésite pas à lui taper sur les doigts avec sa règle. D'où l'expression « connaître sa leçon sur le bout des doigts ». Qu'est-ce qu'on a d'autre parmi les objets de torture? Alors ça, bon, ça évidemment... Pour taper, ça, non?
Oui. Ça, on a bien connu, ça. Ah, ça, on a bien connu. Tu sais comment ça s'appelle? Ça a le nom d'un charmant oiseau. Mais je peux t'assurer que quand c'est sur les fesses, ça fait pas le même effet. C'est un martinet. Bon, on peut révéler à la France entière qu'on a connu le martinet. Le martinet. Enfin, la partie la plus charnue de notre anatomie. C'est comme la fessée, mais en pire. Mais ça développe, je pense qu'on développe un fessier un peu plus dur. Donc non, on n'avait pas le droit. Depuis 1834, il était interdit de taper les enfants, même si officieusement, il y avait encore des coups de règle sur les doigts. Alors, à ton avis, les grains de blé, ça servait à quoi? Ah, j'ai pas trouvé, moi. Je sais pas. Eh bien, imagine-toi, là, on t'a mis un petit échantillon. Mais normalement, il y avait un sac de grains de blé et tu étais à genoux sur le sac de grains de blé et tu passais une demi-heure, 3/4 d'heure, voire 1 heure dessus si tu avais vraiment été un élève indiscipliné. Et ça fait et très ça mal. fait très, très mal. Ça, et est-ce que l'écriteau avec « Je suis un cancre », ça, tu valides ou tu valides pas? Je pense pas. On pourrait dire à l'élève oralement tu es un cancre ou un truc comme ça, mais je pense Eh bien pas si. Ah bon? Eh bien si, on portait ça. Il y a une dernière punition. Est-ce que tu la connais? Si je te dis ça. Le bonnet d'âne. Le bonnet d'âne. Tu sais ce que c'est, le bonnet d'âne? Oui, je sais ce que c'est. Alors Léo, est-ce que vous pouvez venir me rejoindre à mes côtés? Parce que vous étiez derrière moi, jeune Léo, et on m'a dit que vous avez dormi pendant tout le cours. Donc je vous donne un bonnet d'âne. Voilà, pardon pour votre chevelure, mais voilà, bonnet d'âne. Alors, moi j'aime beaucoup voilà, 1 heure comme ça. En fait, les ânes sont très intelligents. C'est assez injuste. Et justement, en fait, on se méprend. On pense qu'on donne un bonnet d'âne pour montrer à l'enfant qu'il est idiot. Mais pas du tout. C'est pour faire en sorte qu'il devienne aussi intelligent, d'enfermer son cerveau sous un bonnet d'âne, ça lui permet de devenir aussi intelligent qu'un âne. Voilà d'où vient l'expression bonnet d'âne. C'est assez saillant, finalement. Ouais. Et avec le bonnet d'âne, on m'a expliqué qu'il baissait le pantalon aussi. Ah, ben, écoute... Léo, t'inquiète pas, ça s'arrête là. Non, Léo, le sévice s'arrêtera là. Jamy, comment ça s'est passé, alors, cette immersion totale dans l'école de la Troisième République? Eh bien, ça a été un excellent moment parce que je me suis revu quelques années en arrière, pas pendant la Troisième République, bien évidemment, mais dans un décor à peu près similaire quand j'avais entre 10 et 12 ans, voilà. Et c'était un bon souvenir? J'en garde un excellent souvenir. Voilà, on a vu, j'adore ce décor avec toutes ces planches. Je pense qu'elles m'ont un petit peu inspiré, toutes ces planches. Beaucoup de grands comédiens nous disent qu'ils ont eu un maître, un instituteur ou une institutrice qui les a frappés au point qu'ils ont choisi ce métier. Est-ce que vous, si vous êtes devenu un passeur de science, c'est aussi parce que vos souvenirs d'école vous ont marqué? Absolument, et j'en ai eu un, et je l'ai rencontré plusieurs fois, on se revoit régulièrement. Monsieur Fauchard, voilà, André Fauchard, c'était mon instituteur en CE2 et c'était quelqu'un d'extraordinaire qui nous parlait d'histoire un petit peu comme vous le faites, Stéphane, et qui donnait envie d'apprendre. Bon, Jamy, en tout cas, merci beaucoup d'avoir partagé cette expérience avec nous. Merci beaucoup de m'avoir permis de revenir dans ce fabuleux 19e siècle. Et Angelina, je te propose de continuer le voyage avec moi. On va découvrir une autre étape, l'ultime étape de la fabuleuse histoire de l'école. Et cette fois, nous allons retrouver une merveilleuse comédienne, Charlotte de Turckheim. Et avec elle, eh bien, nous allons nous plonger dans l'univers des arts ménagers. C'est-à-dire qu'on va apprendre à langer un bébé, faire le ménage, faire la cuisine. Et même, tu sais quoi, on va apprendre un métier qui a servi à beaucoup de femmes, devenir dactylo. Ça te tente? Ah oui? Bon, Léo, je te libère. Allez, tu es libre. Mais avant de retrouver Charlotte de Turckheim, je vous invite à découvrir par quels moyens et à quel prix les femmes ont réussi à se faire une place à l'école. L'école de Jules Ferry, obligatoire pour les garçons et les filles, ouvre pour la première fois un champ d'opportunités aux femmes. Mais difficile de parler d'un élan féministe pour autant. Jules Ferry, il a un discours qui est très souvent cité en 1870, où il parle de l'égalité dans l'éducation.
Mais il va tout de suite rassurer son auditoire en leur expliquant que cette égalité, c'est afin de former des femmes qui vont pouvoir guider leurs maris quand ils sont plus fatigués et surtout pour élever leurs enfants. Et donc la vision d'éducation qu'ils proposent aux filles, c'est quand même toujours avec cette perspective de former des mères républicaines. Si le gouvernement leur reconnaît officiellement le droit à l'éducation, dans les faits, c'est beaucoup plus compliqué. La première femme à passer le baccalauréat l'obtient à l'âge de 37 ans. Et ce diplôme restera difficile d'accès aux filles jusque dans les années 20. Seules quelques pionnières osent aller plus loin et franchir les portes de l'université, où elles sont souvent mal accueillies. Il n'y a pas de place pour elles et elles doivent se ranger, arriver par d'autres portes, on leur jette des œufs durs. C'est aussi pendant la Première Guerre mondiale que les premières filles vont entrer dans quelques grandes écoles. Mais c'est une petite poignée. En ce début de XXe siècle, la société n'encourage pas vraiment les femmes à poursuivre leurs études. Comme le confie dans son journal, cette jeune aristocrate et future femme de lettres. Le journal intime de Catherine Posey est très émouvant. Elle note dans son journal qu'elle a 18 ans et elle dit « Brrr, je suis la jeune fille à marier ». Et puis il y a une longue complainte sur le fait que son père aurait pu lui permettre de devenir un esprit. Mais comme c'est une fille, c'est pas vers ça qu'on l'oriente. Les adolescentes sont invitées à embrasser leur destin de femme au foyer et à prendre le chemin d'écoles exclusivement féminines, destinées à faire d'elles de parfaites ménagères. Cuisiner, s'occuper d'un enfant, tenir une maison, toutes ces tâches font aujourd'hui partie de notre quotidien, que l'on soit un homme ou une femme. Mais ce n'était pas le cas il y a encore 70 ans. Les filles et les garçons grandissent encore dans des lycées séparés. Pour bien former toutes ces jeunes filles, les cours d'art ménager sont obligatoires. Ils connaissent leur âge d'or dans les années 50 et 60 et se développent à tous les niveaux de la scolarité, des cours élémentaires pour petites filles aux écoles spécialisées pour adolescentes. C'est donc une classe exclusivement féminine qui nous attend, une première pour Angelina. Nous y retrouverons également une comédienne et mère de famille très engagée dans les questions d'éducation, Charlotte de Turckheim. Ah, Charlotte de Turckheim. Angelina, Charlotte de Turckheim. Tu as vu, Angelina, on se retrouve là dans un autre univers. Hein? Ouais. C'est l'ultime étape de notre voyage dans l'école. Je vois que maintenant tu es le seul garçon. Mais oui, je suis le seul homme. On est en 1955 et il faut dire que à cette époque, la société française considère que le rôle principal de la femme, c'est d'être femme au foyer et de faire des enfants et de les élever. On va apprendre dans cette fabuleuse histoire à faire tous les travaux ménagers, à langer un bébé, c'est très utile, à tenir sa maison et à devenir une bonne dactylo. En fait, remis dans son contexte, ça me choque pas du tout, moi. Parce qu'en fait, je pense qu'à l'époque, ça devait être une évolution. Évidemment, à sa génération, elle se dit, mais quelle idée qu'on m'apprenne à me servir d'un aspirateur. Mais toutes ces technologies-là, on ne les connaissait pas. Je pense que les aspirateurs, personne ne savait faire marcher un aspirateur à l'époque. Très peu de gens en avaient. Très peu de gens en avaient, en plus. Donc tout ça était d'une modernité incroyable. C'est là où c'est né, en fait, le fait de dire « Ah, c'est les mamans qui font le repassage, qui s'occupent des enfants, tout ça. C'est les mamans qui font manger. » Toi, tu es plutôt favorable au partage des tâches ménagères? Ouais, papa, maman, ils se partagent les Ah bah nous aussi, les maintenant. tâches. Attends, moi aussi, je te rassure. On est tous d'accord pour le partage des tâches ménagères. À cette époque, le premier métier des femmes, eh bien, c'est d'être maman. Et ça s'enseigne, ce qui est incroyable, depuis l'école élémentaire primaire. C'est-à-dire qu'on apprend aux jeunes filles de 6 à 13 ans, par exemple, eh bien, comment devenir puéricultrice. On leur apprend les règles de base de l'hygiène. Ça paraît incroyable, non? C'est un peu bizarre parce que pour nous, ça nous paraît tellement lointain qu'on n'y pense même pas. Bah, cela dit, moi qui ai des filles qui viennent d'avoir des bébés, on leur apprend ça, mais à la maternité. Oui, Mais en fait, mais pas avant.
Non, pas avant. Pas avant. Vos filles, par exemple, vous les avez éduquées pour qu'elles apprennent un métier, pas pour qu'elles deviennent mères de foyer. Si, les deux. Parce que les jeunes mamans qui se retrouvent avec des bébés, alors, mais franchement, elles sont désemparées aussi quand tu te retrouves avec un bébé et que personne t'a appris comment faire. Je me sens un peu en trop ici, parce que c'est un univers exclusivement féminin. Et pourquoi vous prenez pas vous aussi un bébé? Merci. Regarde, moi je vais prendre le petit toon. Voilà. Alors je crois que je me souviens. Ils font un peu peur ces bébés. Tu prenais ton carré, tu faisais comme ça, on faisait comme ça. Et comme ça. Nous avons dans la salle, je ne vous l'ai pas présentée, nous avons une spécialiste. Elle est à la fois historienne et elle est en même temps romancière. C'est Ariane Dubois. Chère Ariane. Bonjour Stéphane, bonjour Charlotte, bonjour Angelina. Alors ces couches, qu'est-ce que ça donne? Vous avez vu, Charlotte, elle a... Ça c'est du travail de Charlotte, mais c'est très bien fait. Elle a ça. emmailloté le bébé, parfaitement. Alors bien. évidemment, toi Angelina, j'imagine que tu as un peu plus de problème. Oui. En fait c'est simple. Donc vous imaginez... Non. Vous voulez pas que je vous aide? Non, vous mettez le bazar. Si maintenant les hommes n'ont plus le droit de partager les tâches ménagères... On est ici chez les femmes, c'est les femmes qui commandent pour une fois. Je me tais. Donc regarde, tu imagines ici une diagonale, tu rabats ton autre coin, toujours sur ta diagonale imaginaire. Là, on va venir rabattre ici. Et ensuite, ce petit coin, pareil, on le rabat. Et hop, ici, entre les jambes. Et là, on place l'épingle à nourrice. Épingle à nourrice qui arrive au 19e siècle seulement, qui évite de blesser le nourrisson, ce qui n'était pas forcément le cas avant, parce qu'on utilisait d'autres épingles. Et je vais vous montrer, on a d'ailleurs une Bible, Larousse, la Bible Larousse des arts ménagers. Donc ça rigole plus. Là, on a les médecins vraiment qui vont se pencher sur les arts ménagers et qui vont théoriser scientifiquement sur comment on s'occupe, alors là, en l'occurrence, d'un nourrisson. Donc comment le laver, comment le baigner, à quelle fréquence. Mais alors attendez, c'est très violent ce que je lis. Pourquoi? Par exemple, pour le régime de vie des bébés, des nourrissons. Résister à ses caprices. Ne pas le prendre dans les bras chaque fois qu'il crie. Éviter de l'embrasser. Non. Eh ben moi j'ai été éduqué comme ça. Sérieux? Non, c'est pas vrai. Merci. Charlotte, vous avez pu faire le métier que vous vouliez ou est-ce que vous avez été programmée pour être une bonne mère de famille? À ma génération, c'était un peu plus vicieux, j'allais dire. C'est-à-dire qu'on n'y avait pas d'interdit vraiment. Mais on était tellement conditionnés, on était tellement programmés, justement, que les filles obéissaient au destin qu'on leur avait naturellement dessiné. Mais même pour les mères, c'était comme une évidence, il n'y avait pas de violence à ça. On allait se marier et puis on allait éventuellement trouver un petit boulot, mais on faisait pas carrière, quoi. Mais justement, à cette époque, il y a une femme qui n'a pas eu votre chance, Charlotte, de choisir son métier, ni celle de vos filles. Une auteure au destin contrarié qui est devenue très vite l'icône des ménagères. Vous êtes l'écrivain culinaire le plus lu du monde entier. Vos livres sont des best-sellers. Quel effet ça vous fait d'être millionnaire? Aucun. Avant de devenir la reine des livres de cuisine, Ginette Mathieu a commencé sa carrière dans des classes d'art ménager, en tant que professeure. À ce poste, cette femme de caractère a tenté l'impossible en proposant de généraliser l'enseignement ménager aux petits garçons. Mais sans grand succès. C'était vraiment impensable, puisqu'il y avait quand même une répartition des rôles sociaux qui datait de la nuit des temps. Aucun homme ne souhaitait se féminiser en quelque sorte en s'intéressant aux tâches ménagères. Pas de quoi décourager Ginette Mathieu. En parallèle de sa carrière de professeure, elle décide de mettre à profit son enseignement et de partager avec le monde ses astuces de cuisinière. En 1932, à seulement 25 ans, elle publie la première édition de Je sais cuisiner. Le succès est immédiat. Ginette Mathieu devient une icône pour des milliers de ménagères, des femmes bien sûr, mais aussi quelques hommes qui n'hésitent pas à faire appel à elle. Pas plus tard qu'avant-hier, dimanche soir à 5h, un monsieur charmant d'ailleurs m'a demandé la recette de l'ossobuco qui n'était pas dans Je sais cuisiner. Je lui ai dit, cher monsieur, ne quittez pas, je m'en vais vous donner la recette et je lui ai dicté la recette par téléphone. Pâtisserie, cuisine du monde, conserve, en tout Ginette Mathieu publie une trentaine de livres, près de 2000 recettes. Mais cette image de femme parfaite épanouie au fourneau n'est pas tout à fait juste, car Ginette Mathieu ne se destinait pas du tout à devenir la reine des ménagères.
Elle aurait souhaité engager des études de médecine, mais sa famille s'y serait opposée. Donc elle a choisi la voie de l'enseignement ménager, c'est un peu le fait du hasard. Je ne pense pas qu'elle avait imaginé devenir un auteur célèbre d'ouvrages de cuisine familiale. Le destin contrarié d'une femme en avance sur son époque. Ginette Mathieu était décidément bien plus qu'une simple cuisinière. Alors selon vous, qu'est-ce que l'on enseigne comme matière dans les arts ménagers? Je pense qu'on enseigne Comment tenir son foyer. Faire la cuisine. La cuisine, vous avez raison. le repassage, Oui. Laver les vêtements. Oui, donc tout ce qui est s'occuper du linge. L'économie aussi, à mon avis, tenir une... Bravo, la comptabilité, c'est un CAP, l'art ménager, que l'on commence à partir de l'âge de 14 ans. C'est une formation gratuite qui dure 3 ans jusqu'à 17 ans. Et alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans ces arts ménagers, dans les années 50, on va utiliser un concept qui vient d'être introduit dans les entreprises, c'est le concept du taylorisme, du fordisme. C'est l'organisation scientifique du travail. C'est-à-dire qu'il faut transformer les femmes en machines de guerre. Il faut à la fois économiser et puis produire. Il faut produire le plus vite possible avec le moins d'efforts possible. Il faut rentabiliser chaque action, il faut augmenter sa productivité. Et regardez, c'est très sérieux. On a même un tableau qui montre chaque action. Par exemple, il vous explique que utiliser une poubelle à pied, qu'on peut ouvrir avec les pieds, va beaucoup plus vite que si vous utilisez une poubelle qu'on ouvre avec les mains, et que vous gagnez 6 fois plus de temps, puisque dans un cas, celui avec les mains, vous mettez 24 secondes, et dans l'autre cas, quand vous ouvrez une poubelle avec les pieds, vous mettez 4 secondes. On en est à chronométrer le nombre de secondes. Ah ouais. Mais oui, mais c'est pas mal non plus, parce qu'en même temps, ça leur permettait de passer moins de temps aussi peut-être à la cuisine. Non, alors, elles passent moins de temps peut-être à la cuisine, mais elles vont pas se reposer quand elles ont fini leur tâche dans un... Je suis sûre qu'il y avait des feignasses dans le lot. Petit test, par exemple, pourquoi, selon vous, il faut couvrir plus chaudement un nourrisson qu'un adulte? Parce que le nourrisson se refroidit plus facilement, j'imagine. Dans les faits, vous avez raison, seulement en cours et dans la classe, voilà ce qu'on apprend aux jeunes filles. Le tout petit a besoin de grande chaleur, sa surface cutanée est considérable par rapport à son volume, son rayonnement calorifique est bien plus important que celui des adultes et sa déperdition de chaleur bien plus importante. Mais vous avez vu le vocabulaire qui est employé? Ah oui. Pour des jeunes filles de 13 à 17 ans, je trouve que c'est très... Bon, ne les prenez pas pour des débiles, quand même. Non, mais... T'as compris, toi? Oh. Non, t'as pas compris? Mais elle a raison. Mais moi non plus, je comprends même pas tout ce que je lis. C'est un peu scientifique, quand même. Non, mais elles doivent apprendre ça par cœur. Oui, mais au moins, c'est valorisant. Oui, c'est valorisant, On dit pas, voilà. le bébé, il a trop chaud, toi comprendre. Alors, et vous allez voir que c'est pas qu'une question de sémantique et de vocabulaire. On va aussi introduire des principes de chimie, de physique et même de mathématiques. Alors, on poursuit les tests. Donc, ma question est la suivante. Vous avez votre enfant qui tombe, qui se blesse au genou, il y a du sang sur son pantalon. Comment est-ce qu'on enlève la tache de sang? Est-ce qu'on l'enlève à l'eau chaude ou à l'eau froide? Froide. Pourquoi? Tu as raison, c'est la bonne réponse. Parce que l'eau chaude cuit le sang. Exactement. Oui. L'eau chaude Elle est coagule. forte, cette petite. C'est dingue. Coagule le sang. Je sais. Ce qui a sauvé la femme, c'est la machine à Ah, laver. la machine à laver, ça, je suis d'accord. Je pense que pour celles qui ont eu la chance d'avoir les premières machines à laver, le linge, ça a été une véritable révolution. Mais même la machine à laver, il fallait la faire fonctionner, il fallait connaître aussi tout ça, c'était de nouvelles technologies. Lire les notices, c'est tout un métier. Mais non, mais il n'y a pas que lire les notices, mais moi, Stéphane. je pense que faire marcher une machine à l'époque, c'est comme découvrir un ordinateur aujourd'hui. C'est-à-dire que Bien sûr, quelqu'un qui n'a merci, jamais Charlotte. ouvert un ordinateur, ça devait être aussi impressionnant d'avoir un aspirateur. Preuve en est qu'il y a encore même aujourd'hui plein d'hommes qui ne savent pas la faire fonctionner. Cela dit, je suis pas sûre que vous sachiez faire marcher une machine à laver. Si, je sais la programmer. Alors, les femmes, vous avez raison Charlotte, sont contentes de travailler au foyer, sont contentes d'être des bonnes fées du logis, et elles rêvent toutes d'une chose, c'est de ressembler au modèle américain véhiculé par les médias de la super moi, je veux bien aussi ménagère. Moi, je veux bien être gaulée aussi, quand même. Non, mais vous avez vu qu'elle J'ai bien sont le ressembler. élégantes? Il faut passer beaucoup l'aspirateur, vous serez gaulée comme elle. C'est une actrice qui passe l'aspirateur. Et ça marche parce que toutes les femmes rêvent d'avoir ce modèle américain qui va avoir sa cuisine américaine tout équipée en ayant le dernier lave-linge, le dernier réfrigérateur, le micro-ondes, etc. Oh,
le robot qui porte le nom de Charlotte. C'est un peu vexant, hein. Oui, le robot Mais bon. Charlotte. Oui, bah pour je sais pas si je le prends très bien, Non, le robot non. Charlotte. Ces images, enfin, moi personnellement, si je voyais ça, ça fait vraiment rêver. On se dit, ah ouais, je vais faire un maximum de travail, je vais bien tout laver, machin, machin, comme ça, ma cuisine va devenir comme ça, je vais être comme ça, je vais être comme sur la photo. Bien avant l'époque de l'émancipation, eh bien, les femmes rêvaient d'être élues la meilleure fée du logis. C'était comme un concours, comme le concours des Miss France. Eh bien, c'était pas donné à tout le monde, mais c'est ce qui permettait d'élire la meilleure ménagère. À la fin des années 50, les filles et les garçons reçoivent encore un enseignement différent. Pendant que les uns mettent les mains dans le cambouis, s'initient à la maçonnerie et se préparent au concours du meilleur ouvrier de France, les filles s'affrontent elles aussi dans une compétition de très haut niveau. L'élection de la Miss France des ménagères, qui se déroule à l'époque dans l'un des plus beaux monuments de Paris, le Grand Palais. Comme la vie est belle quand les fées entrent au logis. Ce concours de la fée du logis est né au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Et le remporter, ce n'est vraiment pas de la tarte. La compétition dure plusieurs semaines. Les examens, écrits, oraux et pratiques, portent sur l'entretien de la maison, la cuisine, la puériculture. Elle vous lance un bébé avec la dextérité d'une emballeuse de grand magasin la veille de Noël. Mais aussi la comptabilité et le fonctionnement des appareils ménagers. Certaines questions sont très pointues, surtout quand il s'agit d'apprendre à se servir d'un réfrigérateur. Mais comment ça marche ? Dans un manuel de préparation au concours de la fée du logis, il y a 7 thématiques sur le réfrigérateur. Donc il y a une première partie sur la physique de la chaleur, c'est-à-dire comment on obtient du froid. Il y a une autre partie sur le savoir utiliser, c'est-à-dire le savoir le nettoyer, savoir où on place les aliments. C'est un savoir encyclopédique. Sur les 100 000 candidates au départ, seuls 120 accèdent à la finale. La compétition est rude, mais elle rapporte gros. Pour le premier prix, une cuisine tout équipée, avec tous les appareils d'électroménager dernier cri. Dans les années 60, ces concours font rêver des milliers de jeunes filles. Mais ils vont perdre peu à peu de leur intérêt dans les années 70. Symbole d'une société en pleine évolution, l'émancipation des femmes encourage les jeunes filles à embrasser de nouveaux modèles. Angelina, toi, tu as gagné un concours de chant. Oui. Est-ce que ça t'aurait amusé de passer un concours de fée du logis? Eh bien, ça dépend. Je sais pas si ça m'aurait plu. Mais pour moi, c'est toujours mieux de choisir ce qu'on a envie. Moi, quand même, je comprends que tu as le choix et c'est absolument formidable. Et moi, ce que je voulais vous dire aussi, c'est qu'il y a plein de petites filles de son âge qui n'ont pas le choix dans le monde. Et moi, je suis marraine d'une association qui s'appelle Enfants d'Asie. Et ce genre d'apprentissage, eh bien, comme elles n'ont pas le choix, parce que ce sont des enfants qui habitent dans la rue, eh bien, ça leur sauve la vie. Ça leur Parce que sauve nous, la ça vie. nous paraît aujourd'hui ridicule. Alors, ça nous paraît Et en fait, dans d'autres parties du monde... Voilà, dans d'autres parties du monde où les gens sont très très pauvres et où les enfants sont obligés d'aller mendier dans la rue, ou pire la prostitution ou la drogue, ou d'être envoyés comme esclaves dans d'autres pays à qui on leur confisque leur passeport, eh bien, le fait de savoir broder, de savoir cuisiner, de savoir faire tout ça, ça paraît dérisoire chez nous, mais là-bas, je vous garantis que ça leur sauve la vie. Angelina, tu as déjà vu une machine comme ça? Oui, j'ai beaucoup vu dans les séries. Dans les musées. Oui, oui. Dans les années 50, c'est le métier en vogue. Il faut savoir que être dactylo, c'est un peu l'ascenseur social pour une jeune fille. On l'imagine, elle quitte sa campagne. Mais j'ai été dactylo, ma petite dame. Moi, j'ai gagné ma vie grâce à ça. Au ministère de l'Intérieur. Et j'étais tellement mauvaise que j'étais virée au bout de 3 jours. Ce que vous ne savez pas, Ariane, c'est que doublement, cette machine à écrire, l'ancêtre de nos ordinateurs, Angelina, vous a permis de vivre. Absolument, parce que les machines, c'était des machines Japy. Si vous vous souvenez, cette marque Japy, qui n'existe plus. Qui n'existe plus. Et ma grand-mère était une Japy, et c'était ma famille qui fabriquait ces machines. Et ça s'est cassé la figure, si je peux dire, grâce au méchant Olivetti, vous ne vous en souvenez pas? Mais il y en a une là, justement.
En tout cas... Et à cause de cette machine. Et alors, du coup, vous êtes obligée de devenir comédienne. Voilà, exactement. Oui. Mais ce qui est incroyable, non... Sinon j'étais milliardaire. Trêve de plaisanterie. Mais tant Charlotte, qui a écrit sa première pièce de théâtre, ma première pièce que moi, là-dessus. qui écrivais mes premiers articles, c'était sur ces machines, évidemment. Ils nous regardent tous en disant « Mais j'avais pas pensé qu'ils étaient si vieux. » C'est vrai, mais on a connu ça. C'est un peu le seul métier, on va dire, féminin dans les années 50 qu'on envisage pour une jeune fille. Oui, parce que rappelons encore une fois que les femmes n'avaient été sur le compte joint de leur mari et n'avaient pas l'indépendance Et financière. elles devaient avoir l'accord de leur mari pour travailler. Je vous propose de vous asseoir et de vous mettre en situation. Allez-y. Pour commencer, je vais vous faire écrire une phrase. Portez ce vieux whisky au juge blond qui fume. Il y a toutes les lettres de l'alphabet. C'est ce qu'on appelle un pangramme. Un pangramme, exactement. Un pangramme. C'est-à-dire qu'à force de répétition, d'écrire cette phrase, vous allez mémoriser l'endroit L'emplacement des lettres. où se trouvent les touches, exactement. Et vous allez être capable de gagner en rapidité, puisque le but, c'est d'être rapide. Eh bien, notez, mademoiselle, portez ce vieux whisky au juge blond qui fume. Voilà, c'est ce qui se passe. Les plus rapides ont le meilleur travail. Hein. Là, c'est très sérieux. Il faut aller vite. Il n'y avait pas une chanson qui s'appelait Dactylo Rock? Chanter, peut-être, tu connais? Dactylo rock. Au juge blond. Qui fume. Qui fume. Oh merde. Non, c'est bien, ça J'ai mis qui fume. hein. Angéline a un petit problème puisque sa machine à écrire n'écrit plus. Est-ce que c'est pas... Devant la ligne. Non, parce que t'es au bout. D'accord. Ah, ça s'improvise Voilà, pas, hein, le voilà. dactylo. Vous avez déjà tout écrit Ouais. vous êtes... Non, non. Ah si. Mais avec des fautes d'orthographe. Fumera. Fumera. Ouais, parce que j'ai fait un pâté. On me la fait pas, moi. Et j'avais une question. Oui. Si on se trompe, comment on fait? Faut mettre du blanc et réécrire dessus. Effectivement, on mettait du blanc. On laissait sécher. On laissait sécher et ensuite on réécrivait. Et justement, ça faisait des pâtés. Et donc, on a inventé ensuite une nouvelle méthode. Il y avait un papier blanc, le papier blanc qu'on glissait là-dessous, tu vois. Tu retapais ta lettre. Tu retapais ta lettre avec le blanc s'imprimait, tu mettais la bonne lettre. C'était un peu compliqué quand même. Un peu compliqué, ça nous amusait bien. Par contre, ça donnait des bons résultats, Ça j'imagine. donnait de bons résultats. Et moi, je peux te dire que quand le blanc est sorti, mais moi, je trouve ça hyper moderne. Ah oui. Et toi, tu écris comment quand tu es à l'école? Tu prends des cours au stylo ou à la plume? Un stylo. Longtemps, je ne sais pas si tu le sais, mais les stylos à billes ont été interdits dans les écoles. Et aujourd'hui, c'est devenu un outil incontournable dans toutes les trousses des écoliers. Après des décennies de règne de la plume, les écoliers découvrent un drôle d'objet qui va changer leur vie. Il ne coûte que 50 centimes d'anciens francs, il ne coule pas, il est pratique et il est classe. C'est le stylo à billes. C'est une révolution. Les encriers disparaissent, les plumes sergent-major disparaissent également, et les tabliers aussi vont changer. Et on sent là un bouleversement complet, à la fois de la façon d'enseigner et à la fois de la façon de travailler en classe. C'est le baron Marcel Bic qui commercialise en 1950 le célèbre stylo à billes qui porte son nom. Et il en fait un objet révolutionnaire en inventant le concept du jetable. Dans les années 50, quelques 200 000 stylos sont vendus chaque jour en France. Oh, ce que ça écrit bien. En 1951 et 1952, il lance une grosse campagne de promotion en France. Le succès est immédiat, donc le fameux cristal se multiplie à l'infini en France. Pourtant, il faudra attendre plus de 15 ans pour voir le bic arriver dans les salles de classe. Vu d'un mauvais œil par les professeurs qui l'accusent de tuer l'écriture, il est même interdit dans certaines écoles. Le décor est en place. Point. Dans cette guerre qui a fait couler beaucoup d'encre, le bic est sorti vainqueur. Aujourd'hui encore, il reste le stylo le plus utilisé dans le monde et pas seulement chez les bons petits écoliers. Les cancres le savent, il fait aussi une formidable sarbacane. On prenait la peau de l'orange et puis on rentrait ça faisait piston et la peau d'orange partait. Vous n'avez pas fait ça, vous? Bon, je pense qu'on s'est assez entraîné, hein, mesdames. Et maintenant, place à l'examen final, qui est sous forme de concours. Vous avez ce texte à taper. Le but, hein, c'est d'aller le plus vite possible. Le plus vite possible, sachant qu'une bonne dactylo, c'est-à-dire celle qui serait à l'époque embauchée par un grand patron, c'est 60 mots à la minute.
Qui de nous deux va être embauché, Angelina, par le grand patron avec lequel nous allons nous marier après? Êtes-vous prête? Archie, t'es prête, Angelina? Ouais, je suis. Alors, il manque une chose avant de démarrer. La musique. Bravo. Je vais vous mettre un petit peu de musique pour vous donner de l'entrain. Et surtout, je vous conseille de taper en rythme. Ça va vous aider. C'est parti? C'est parti. C'est vachement long, Léo. Ah, la minute est terminée. Alors, qui a fait 60 mots? Non, mais Ah, du coup, Charlotte. je continue à écrire, mais il n'y avait plus de papier. Ici, on a 3 lignes, pour être généreuse. 2 lignes, voilà. Et ici, on a... on a une ligne. On serre la main quand même. Non, mais 22 mots en une minute, pense c'est pas mal, Charlotte. C'est quand même pas mal, que je vous rappelle C'est la que ça moitié. fait à peu près 40 ans que j'ai pas tapé sur une machine à écrire. Angelina, est-ce que tu as aimé cette immersion dans les arts ménagers, cette école des arts ménagers? Ouais, j'ai bien aimé parce que j'étais pas du tout au courant qu'on apprenait tout ça. Et je trouve que c'est quand même assez important parce que moi, par exemple, je sais pas du tout coudre. Et pourtant, c'est un peu important. Et vous, Charlotte, qu'est-ce que vous reprendriez des années 50 ? Alors, on sait l'utilité que ça peut avoir pour des pays comme les Philippines, le Laos, là où vous agissez avec Enfants d'Asie. Mais dans l'école française d'aujourd'hui, est-ce qu'il y a des éléments des années 50 que vous prendriez? Oui, je garderais peut-être les cours de périculture, mais d'une manière moderne. Parce que je trouve que les jeunes parents, avant il y avait la transmission orale, on élevait les enfants presque dans les familles. Et donc je trouve que je suis assez touchée par le fait que les jeunes parents sont assez désemparés. C'est difficile, je trouve que c'est difficile cet apprentissage. Merci Charlotte d'avoir fait ce voyage dans les années 50 avec nous. Merci beaucoup Ariane. Nous, Angelina, on va se retrouver dans un instant. Mais c'est vrai qu'on l'a vu, l'école n'a jamais cessé d'évoluer. Et il y a tout d'un coup ce vent de la révolte qui souffle dans l'éducation nationale. C'est mai 68 avec une nouvelle révolution dans l'école. C'est une révolte que personne n'a vu venir. Mai 68. La jeunesse rêve d'une nouvelle société. Ce sont des milliers, puis des millions d'étudiants qui embrasent les rues, manifestant contre un enseignement devenu obsolète, contre un système scolaire qui les étouffe. On va se demander si, après tout le système de récompense, de punition, etc., est-ce que tout ça est bien fondé? Et puis, est-ce que mettre les élèves dans une classe, aligner sagement face au professeur, est-ce que c'est bien normal? Est-ce qu'on ne devrait pas s'organiser autrement, mettre les tables en rond, avoir des formes d'organisation plus démocratiques? Alors que les filles et les garçons ont été séparés pendant des siècles, la mixité se généralise dans toutes les écoles publiques dès 1975. À cette époque, les enseignants commencent aussi à s'interroger sur le bien-être de l'enfant à l'école. Les établissements Montessori, nés dans les années 20, et de nombreuses autres pédagogies alternatives se multiplient partout en France. On fait vraiment attention au développement de l'enfant. On n'a plus envie de le mettre dans un espèce de cage pour qu'il ne s'échappe pas. Donc on va l'encourager, il y a des formes d'autonomie. Dans les années 80, c'est l'arrivée d'un tout nouvel outil qui va projeter l'école dans le futur, l'ordinateur. Et à l'époque, quand les journaux télévisés en parlent, on se croirait presque dans un film de science-fiction. L'ordinateur plaît visiblement aux élèves, mais le risque n'est-il pas qu'il remplace l'instituteur, laissant ainsi les écoliers seuls face à un appareil? Si l'ordinateur n'a pas eu raison des professeurs, il a bousculé leur méthode d'enseignement. Avec l'avènement d'Internet et plus récemment encore des réseaux sociaux, les profs ont dû s'adapter. On va faire écrire aux élèves le profil Facebook de tel personnage de roman, par exemple, où on va imaginer ce que pourrait être le dialogue de personnages de Marivaux si ça se passait par Twitter au lieu de se passer sur une scène de théâtre. Pourquoi pas? Que de chemin parcouru depuis les écoles monastiques du Moyen-Âge. En 15 siècles, le savoir s'est démocratisé, développé, jusqu'à devenir accessible à tous, partout et tout le temps. En constante évolution, nul doute que l'école de demain nous réserve encore de grands bouleversements. Merci Angelina d'avoir été avec nous pour ce voyage. Dis-moi, quelle est la période de l'évolution de l'école que tu as préférée? Moi, je pense que c'est fin 19e, avec les pupitres, les plumes, savoir écrire à la plume, aussi l'enseignement qui donnait. Et j'adore aussi les années 50.
Et j'adore aussi mon école de maintenant. C'est mieux juste avant la rentrée scolaire. Merci à toi. Merci d'avoir passé cette soirée en notre compagnie. J'espère que ce grand voyage dans le temps vous a plu. En tout cas, je suis sûr que vous ne regarderez plus votre école et celle de vos enfants de la même manière. À très bientôt pour un nouvel épisode de La Fabuleuse Histoire.